Marketplay. Marketplay. Bienvenue aujourd'hui sur cette première émission. Je suis Philippe de Carbone Café. Ouais, on va en profiter. Hein. Moi, de démarrer comme ça, c'est ce que je préfère et ça me permet de ne pas avoir de pression après de qualité et tout. Donc moi, je veux garder cette intro. Je veux le récupérer quand même. Je veux garder cette intro comme ça. Ça me va. On va passer une petite heure et demie, peut-être un peu moins. J'espère pas un peu plus, encore qu'on verra au montage. Moi, je m'appelle Philippe, je suis le gérant de Carbone Café. Carbone Café, c'est une agence de com. On est à Mulhouse aujourd'hui. Merci d'être venus de Paris, tous les deux. On est à Mulhouse, en Alsace, en province, loin. TGV, ça va, ça. C'est vrai, ça va. Et Carbone Café, c'est une agence de com. On fait de la photo, de la vidéo, du motion design, du graphisme et un peu de marketing. Ça fait 14 ans qu'on fait ça. On a quelques jolis clients dans le monde du jeu. Je salue tous mes clients. Je ne vais pas tous les citer parce que si j'en oublie un, je suis mal. Mais ils se reconnaîtront. Mais si vous n'êtes pas client, venez. Et c'est ça aussi l'idée, un jour. Et on fait plein d'autres choses. Voilà, dans le streetwear, dans le sport, dans l'industrie, dans le nucléaire. On a plein de choses très diverses. On est 19 personnes et on s'amuse à faire des contenus. Donc voilà, ça c'est un peu nous. Et Marketplace, c'est quoi? C'est une émission, je voulais autour du monde du jeu, que j'adore. Et je voulais la rendre peut-être un peu plus business que ce qui existait. Donc je salue tous les gens qui font des contenus sur Internet, dont toi, que j'aime beaucoup, parce que je trouve ça génial. Et voilà, je voulais essayer d'apporter un petit truc en plus. J'espère qu'on apportera un petit truc en plus. Bon, on va essayer. Hein. On va essayer ensemble. Et pour cette première, on va parler de localisation de jeux. Et ça sera un peu le thème général de cette émission. Je vous propose de vous présenter. Yoël, à toi. Yoël, je m'occupe de First Player, une chaîne YouTube sur Internet mondial, et aussi vendeur en boutique. Donc aussi bien chez Philibert à une époque, maintenant plus sur Paris. Et donc voilà, on a une vue un peu plus globale de ce qui se fait côté jeu, et essentiellement joueur expert de mon côté. Mais grâce ou à cause de la chaîne et de la boutique, on traite plus de jeux en général, même familiaux et initiés, donc c'est plutôt cool. Et Charles? Charles Amir Perret, effectivement, je suis le gérant de Super Paul, associé avec Philippe Tabi-Moquette et Bernard Philippon, société d'édition de jeux depuis 2014. Et alors on est un peu plus spécialisé dans les jeux, on va dire, pour experts, même si on fait aussi parfois des jeux plus orientés familial, initiés, etc. Voilà. Toutes ces catégories qu'on ne connaît pas trop là. On va en parler quand même un petit peu. Ouais, évidemment. Localiser un jeu. La première question, elle est peut-être logique et facile, mais en gros, c'est quoi localiser un jeu? C'est quoi la différence entre un jeu qu'on édite lui-même? Est-ce qu'il y a une vraie différence? Voilà, c'est quoi un petit peu le... Alors, il y a une très grosse différence, une très grosse différence, une très grosse différence d'un point de vue charge de travail. En fait, la différence, c'est les localiser, c'est-à-dire c'est simplement prendre un jeu qui a déjà été édité par un autre éditeur dans le monde. Donc un jeu édité, c'est-à-dire qu'un éditeur a travaillé sur un jeu avec un auteur et il a fait tout ce qu'il fallait, enfin, toutes les règles, la DA, etc. Ouais, le travail de dev et tout. Exactement, tout le travail de dev. Il a fait ce jeu-là et ensuite il va chercher à vendre son jeu à l'étranger. Et donc en fait, nous quand on dit localisation, c'est-à-dire qu'on va contractualiser avec cet éditeur en lui disant « je prends ton jeu », pour l'apporter en français, donc généralement la localisation ça se fait par langue, donc en français, donc je récupère les droits et je peux le vendre pour le marché francophone, c'est-à-dire en l'occurrence France, Suisse, Belgique et Canada. Voilà, ça c'est la localisation. D'ailleurs, petite question, j'ai l'impression que c'est quasiment toujours exclusif. J'ai l'impression que c'est toujours sur un seul éditeur bien précis et tu peux pas genre chercher plusieurs éditeurs pour localiser un même jeu. Sur une même langue, c'est exclusif. Ouais, c'est ça. Non, sur une même langue, c'est rarissime qu'effectivement il y ait plusieurs. Je pense à Delicious Game justement, qui est pour moi le seul à ma connaissance qui a des jeux en français qui sont à la fois chez différents éditeurs. Je sais pas ce qui se passe. C'est un bordel ambiant incroyable. Non, mais c'est vrai, c'est un peu particulier, mais au global, généralement, effectivement, c'est un partenaire. Voilà. Donc ça, c'est. On va dire c'est la localisation. L'édition, c'est très différent parce que la contractualisation, elle se fait non pas avec un éditeur, mais avec un auteur. Donc là, il y a un auteur qui arrive avec un prototype, il monte le jeu, on signe le jeu, on développe le jeu et on fait toute la démarche. C'est le rapport de travail, il est. Enfin, si on prend un jeu expert, je parle d'un jeu expert à éditer, à développer, qu'on a fait pour Virtue, Dogan, etc. Le travail comparativement à une localisation, c'est je sais pas, c'est 10-15 fois de travail. Ça n'a rien à voir. C'est monstrueux. La différence est très très importante. Est-ce que tu n'as pas
un moment intermédiaire entre, je prends l'exemple, un auteur qui signe à l'étranger un jeu, et dans la foulée de ce travail de développement, tu interviens tout de suite dans la localisation, donc assez tôt finalement, et tu participes indirectement à ce travail. T'as pas, c'est soit tu Non, édites, ouais, c'est ça. ou Non. soit tu localises et t'as quelque chose de quasiment clé en main, quoi. Non, Finalement, ouais, c'est ça. Tu prends le jeu ou pas et tu le. C'est ça. et Non, tu la, le fais, quoi. la contractualisation, elle est soit avec un éditeur qu'on fait la localisation, qui on récupère les droits pour la langue, ou alors avec un auteur pour l'édition. Après, la marge de manœuvre sur la localisation, pour être honnête, elle est quand même elle est très faible, quoi. C'est-à-dire qu'éventuellement, on l'a fait de temps en temps, hein, on peut éventuellement revoir un peu la DA, donc les illustrations pour certains, par exemple pour nous, pour la gamme Savannah Park ou Caldera Park, on a refait les illustrations de la couve, etc., parce que ça ne nous satisfaisait pas trop. On peut éventuellement voir 2-3 petits sur le matériel et encore voilà, mais c'est tout. Mais généralement on s'amuse pas, on va pas rechanger les règles par exemple, parce que c'est vraiment rare. D'abord on fait confiance à l'éditeur parce qu'on sait qu'on a aimé le jeu, on a testé le jeu, on a aimé le jeu. Et lui, il a fait des tests beaucoup plus. C'est pas nous qui allons lui dire ça, non, il faut faire ça, il faut changer ça. Donc on part du principe le jeu nous a plu, on le prend tel quel. Voilà. Toi, Yuval, en boutique, un jeu édité ou localisé, tu vois une différence, toi? Ça dépend la gamme. Genre sur de l'expert, ça a l'impact. Parce que du coup, pour le coup, les joueurs experts jouent souvent en VO. Donc un jeu localisé, souvent, il va se vendre un peu moins bien qu'un jeu naturellement en français là-dessus. Parce que le joueur expert, déjà, il va arriver souvent 6, 7, 8 mois, le temps de trad et de production. Donc du coup, les joueurs experts ont déjà, souvent, parce qu'ils vont jouer en VO. Sur du jeu familial ou initié, d'ailleurs, je crois que 80% du marché quasiment des jeux familiaux initiés sont des localisations. Il y a assez peu de prod made in France en termes de volume par rapport à tout le reste, donc ça c'est pas gênant. D'ailleurs, le fait qu'il y ait des auteurs de jeux, est-ce qu'aujourd'hui c'est un outil de vente comme peut l'être un roman, le dernier jeu 2, ou toi en boutique Non, vraiment pas. Pas encore, pour le coup, pas beaucoup. Déjà la plupart des gens ne connaissent pas le nom des jeux qu'ils veulent acheter. Non, mais vraiment, donc connaître l'auteur, c'est genre, pour beaucoup c'est surréaliste. C'est-à-dire que oui, Catala est très connu, machin et tout, et tu parles à quelqu'un qui connaît le milieu du jeu, ça va lui parler. Mais est-ce que ça déclenche un acte d'achat? Genre, ça c'est Catala, faut que tu l'achètes? La réponse est clairement non. Aujourd'hui en boutique. Moi, sur du jeu expert, un petit peu comme Alors, c'est ça. Oui, voilà. Sur quelques jeux experts. Alors, les jeux experts, on sait qu'il y Twister, a des autres. j'ai quelques auteurs que j'aime bien. Voilà. Luciani, Encore je vais une fois, pouvoir y aller sur de les yeux fermés. Mais c'est vrai que sur de l'expert, des c'est gens différent. comme nous, Mais on est combien? Mais sauf que voilà. On a 20% levez des la gens main. qui Je pense que c'est vrai pour la plupart des personnes qui achètent des jeux experts parce que c'est des gens qui sont passionnés par le milieu du jeu, donc qui connaissent, qui sont intéressés, qui connaissent les auteurs de jeux, les mécaniques, etc. Donc qui vont être plus proches de. Et donc ça c'est vrai. Par contre, effectivement, j'imagine que sur le jeu familial ou une dame qui arrive pour acheter un jeu pour un anniversaire, je sais pas quoi, c'est un jeu de Théo Rivière. Voilà. Petite question. Qui a fait les Aventuriers du Rail? Oui. Alors effectivement, enfin je Alan pense. Moon Oui, mais les gens ne le savent pas, ça, Voilà. c'est sûr. Joli. Bon, mais ok. J'ai un petit doute. Mais voilà, mais tu vois, J'ai le legacy. et tu le sais parce que voilà, mais effectivement, pour la plupart des gens, ça Bien n'a sûr, aucun bien sûr. sens. Déjà, souvent, ils confondent en plus l'éditeur, l'auteur, l'illustrateur. Pour ceux qui, voilà, c'est non vraiment non, c'est pas encore. Pour le coup, dans le livre, ça a du sens. Aujourd'hui, tu vas acheter un Marc Lévy, un machin, un Musso, ça marche. Dans le monde du jeu, pas encore. On espère qu'un jour les auteurs soient assez bien. Et après, vous dites que C'est pas le sujet de la rémunération des auteurs, mais un jour on en parlera quand même. Ouais. Pour le coup, on a signé 3 jeux. Marketplace a vocation Ah ouais. à avoir plein d'épisodes et je pense qu'on fera un sujet précis là-dessus. On a 2-3 trucs à dire. Oui, j'imagine. Comment on trouve des jeux à localiser? C'est quoi ton taf? J'imagine que c'est une partie de ton taf, c'est-à-dire d'aller être open, d'aller fouiller, d'aller rencontrer. Alors, comment tu crées ce réseau? Comment ça se passe? C'est quoi le point de départ? Comment... Alors, ce qui se passe, je parle pour Super Nippon et mais je pense que la plupart c'est le cas, c'est que on a généralement des partenariats qui sont déjà avec certains éditeurs qui sont on va dire bien installés. Ce qui fait que Feuerland, par exemple. dans notre cas c'est Feuerland et Mindclash. Effectivement, c'est-à-dire que Ça, j'aime bien. c'est-à-dire que les deux, c'est-à-dire que quand ils sortent un jeu, il va on va dire, contractuellement, on n'a pas d'obligation. On n'a aucune obligation. Contractuellement, mais parce que c'est plutôt une sorte de contrat, pas moral, c'est juste un contrat de confiance, etc., qui fait que
on va sortir tous les jeux que Fireland va faire, et de même Mindclash. Alors on le fait aussi parce que Mindclash et Fireland sortent 1 ou 2 jeux par an, donc on peut le faire. On va pas contractualiser avec quelqu'un qui sort 10 jeux par an. Oui, puis surtout si ça se passe bien, ils reviennent vous voir naturellement. Enfin, c'est ça Oui, aussi, quoi. C'est bien passé. Puis exactement. Donc ça, globalement, c'est une partie. Mais avec Fireland, c'est quoi le point de départ à un moment donné Fireland, c'est quoi le moment où tu as commencé en 2014, c'est à quel moment à un moment donné le contact se fait? Pourquoi ils ont choisi à un moment donné Super Meeple pour venir en France? Fireland, ils ont travaillé un peu avec Philo, avec Zenman, etc. Je pense que ils n'avaient pas spécialement de partenaire fixe. Il se trouve que moi, je suis un gros fan de jeux de Fireland, et notamment de Terra Mystica, ce qui explique, je pense que c'est comme ça d'ailleurs que j'ai commencé à les contacter. Et c'est aussi une question, en fait, c'est quand même d'abord, avant tout, des questions de relations humaines. Et donc, effectivement, ça s'est très bien passé avec Fireland. On a bien travaillé ensemble. On a fait, il y a eu pas mal de jeux, etc. Et ce qui fait que c'est une relation qui s'est consolidée avec le temps. Pourquoi au début? Parce que je pense qu'ils avaient pas de partenaire forcément fixe, qui prenaient pas forcément tous leurs jeux, etc. Moi, je me suis toujours dit, pour moi, Fireland, effectivement, pour moi, c'est le meilleur jeu, c'est le meilleur éditeur de jeux de experts. Oui. Et donc, Projet Gaïa. Ouais, Projet Gaïa et Ark Nova dans la même maison, c'est cool. Tu sais faire, quoi, t'es trop fort. Et donc, partant de là, j'ai une confiance dans ce qui sort, effectivement. Et donc, quand je leur dis que moi, effectivement, je m'engage, même si, encore une fois, ils me demandent pas, hein, je pourrais très bien dire non à certains jeux, et à certains jeux, j'aurais pu dire non, etc. Mais par principe, je fais tous leurs jeux parce que j'ai confiance. Voilà. Et ça, c'est une partie de la question. Petite question, du coup, genre, Mindclash, vous avez commencé à les faire en 2010, par là, 2019. Il s'était quand même plutôt imposé, genre, Anachronie Tricarion, ça marchait très bien. Pourquoi il n'y a eu personne avant vous? Est-ce que c'est parce qu'ils demandaient des conditions incroyables? Est-ce que c'est parce que... ou juste parce que le feeling s'est bien passé et que ça s'est fait avec vous? Pareil, je pense que c'est aussi une question de feeling. Aussi, il se trouve que... alors après aussi, il y a une question d'enchaînement. C'est à partir du moment où on a mis le pied et qu'ils voient par exemple qu'on est partenaire de Fireland, forcément ils se disent bon, c'est a priori un partenaire de confiance qui sait, parce que sinon Fireland ne travaillerait pas avec eux. Okay. Donc il y a ça. Après, il se trouve aussi que finalement ils avaient aussi une politique, ils ont toujours une politique un petit peu de localisation un peu qui variait aussi avec leur éditeur de KS, ils étaient quand même très orientés KS, enfin ils le sont d'ailleurs. Oui, puis t'as Cerebria qui sort chez Intrafin, exactement, tout ça. Voilà, ouais. Donc il y a eu différents paramètres qui ont fait que voilà, maintenant en tout cas effectivement c'est plutôt stable. En tout cas, ça c'est une partie pour répondre à la question. Et l'autre question, c'est énorme, enfin, c'est du relationnel énormément. La plupart des jeux là qu'on signe nous, c'est des jeux qui me sont recommandés. Je prends le cas de Pagan ici, par exemple, en l'occurrence, c'est quelqu'un que je connais qui n'est pas d'éditeur de William Gold, qui est un Allemand qui m'a dit, vois avec eux, je les connais très bien, etc. Pagan, c'est génial, tu devrais regarder. Donc j'ai eu le contact, on a testé, etc. Donc c'est beaucoup de relationnel. Hein. Moi, ça fait très longtemps effectivement que je travaille là-dessus, donc je connais évidemment beaucoup de gens, donc ça aide. Et à côté de ça, il y a d'autres choses. Philippe, de son côté, ou moi, on regarde, on voit un jeu qui passe, on se dit putain, c'est super intéressant, ou alors un reviewer qui en parle. Enfin, on est ouvert, en fait, tout ça, on s'ouvre à tout ce qui est communiqué sur les jeux. Et puis si ça nous intéresse, ça nous plaît, on contacte l'éditeur, on teste le jeu, et puis voilà, on fait ou pas. Une fois que tu as trouvé le jeu, le contact est fait et pris. C'est quoi la partie finalement juridique, commerciale? Ça coûte combien de localiser un jeu? Si tu prends juste la prod à ta part, enfin, tu reverses. C'est quoi un peu les modèles de contrats qui existent? Comment ça fonctionne économiquement de localiser un jeu? Alors en fait, il y a deux types de contrats en localisation. Mais je pense que dans 90% des cas, ça marche de la façon suivante, c'est-à-dire qu'en fait, on s'engage sur un volume, on dit voilà, moi ce jeu-là, War Wonders, tac, ça m'intéresse, j'en fais tant. Et donc pour ce nombre d'unités fabriquées, généralement on paye un pourcentage du prix public. Donc le prix par exemple, ça c'est un jeu, War Wonders c'est un jeu à 40 €. Donc l'éditeur il te dit, ce jeu-là, si t'en fais 1000, c'est X%, etc. Je peux revenir après dans les détails, mais c'est X%. Si c'est 2000, si c'est 3000, donc évidemment, plus tu en prends, moins c'est cher. Bon, voilà. Et donc, en gros, donc partant de là, c'est le contrat, il est rédigé comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un contrat qui dit que voilà, on s'engage à sortir le jeu dans la langue, à distribuer que sur ces territoires-là, donc les territoires francophones. Ouais, parce que du coup, tu fais aussi Belgique, je suppose. Belgique, Suisse et Canada, ouais, c'est ça, tout à fait. Et voilà
voilà au prix. Et donc voilà. Donc généralement un prix en MSRP, ce qu'on appelle le MSRP ou le PPC en français, le prix public, tu fais un contrat qui va varier, on va dire, sur une fourchette large entre 25 et 35% du prix selon le volume. Voilà. Donc c'est assez variable. Et ça, je ne parle que donc ça on paye l'éditeur ce prix-là. Et c'est lui qui te livre les jeux ou tu dois en plus produire toi? Alors non, alors du coup, ça c'est lui qui s'occupe de la production. Par contre, les fichiers, c'est évidemment nous qui travaillons dessus, donc ça n'inclut évidemment pas le prix de la traduction, le prix du maquettage, et ensuite effectivement le prix du transport. Et donc, voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, si je fais tout le process, une fois qu'on s'est mis d'accord qu'on a contractualisé, j'anticipe peut-être la question, mais bon, en gros, c'est ensuite ils nous envoient les fichiers. Donc les fichiers, on dit voilà les fichiers anglais, c'est toujours en anglais, hein. Ouais. Voilà les fichiers anglais en format InDesign parce que c'est le format qui est utilisé par tout le monde. Nous on a un traducteur qui va travailler sur la traduction, un maquetteur qui va mettre ça en page. Donc ensuite il y a des allers-retours, etc. Donc pour essayer de faire le produit le plus propre possible. Et une fois que tout est prêt, on envoie ça à l'éditeur de base en disant voilà nos fichiers français sont prêts. Et ensuite c'est lui qui voit ça avec son usine en disant vous produisez ça pour France. Ensuite, nous, on est au courant que la production est terminée et on s'occupe de transport de l'usine. D'ailleurs, je fais juste mini HS. Merci pour les trades françaises parce que elles sont clean chez vous. Enfin, non mais c'est con, mais genre, vous passez par Transudis, essentiellement Antoine Prono, des coups de bisous, qui bosse trop bien. Et ben, ça se voit que c'est un pro qui fait ça. On en a d'autres, c'est pas le cas. Ça se voit aussi. Donc vraiment, un traducteur, c'est un métier. Non, traducteur, c'est un métier. Alors c'est vrai, et on discute, on essaye vraiment parce que localisation, ce que je disais, c'est que c'est énorme, c'est beaucoup moins de travail que les 10 ans. Alors c'est vrai que partant de là, on va se dire, il faut au moins qu'on fasse un travail de traduction qui soit propre, etc. Il n'empêche que ça reste perfectible. Et pourtant, encore une fois, je prends Voidfall, par exemple Voidfall ou Obsession, ces derniers, qui ont été deux énormes. C'est colossal. Voidfall, c'est colossal le travail de traduction. Il reste effectivement des coquilles à droite et à gauche, mais on peut quand même, au global, être plutôt satisfait du fait qu'il n'y a rien, en tout cas, qui empêche le plaisir de jeu, qui empêche la compréhension. Il y a toujours et ça, c'est aussi beaucoup de relecteurs derrière. C'est beaucoup de travail donc de traducteurs, effectivement, Antoine Prono d'abord, et ensuite avec des relecteurs derrière, et beaucoup d'allers-retours, etc. jusqu'à ce soir. Clairement, il y a une diff entre il manque un S à un mot et la phrase n'est pas bonne, quoi. Ouais, c'est sûr. Mais c'est toujours un peu stressant, surtout les jeux de cartes. Ark Nova, par exemple, Ark Nova, Monde Marin. Mais on est passé je ne sais combien de fois sur les cartes pour s'assurer, parce que le moindre petit 1-2 qui se transforme en 3, et c'est terminé. Après, ça veut dire renvoyer une carte à je ne sais combien de personnes qui vont acheter le jeu. Enfin, c'est vraiment derrière un travail, alors sans compter l'image déjà, et puis le fait de proposer un jeu, quelque chose, une erreur. Mais au-delà de ça, c'est énormément de travail. Donc c'est au-delà de ta question, mais non, mais je suis désolé. Mais... On avance, c'est parfait. Un petit mot, et j'anticipe l'épisode 2 de Market mais sur les prix ludiques. Est-ce qu'à un moment donné, alors le Spiel, j'imagine qu'il est presque localisé d'office à un moment donné, mais à un moment donné, est-ce que tous les prix qu'on peut avoir au niveau européen notamment, est-ce que ça a un impact à un moment donné dans tes choix de localiser, enfin, est-ce que la hype un petit peu, enfin, ce monde un peu médiatique du jeu, est-ce qu'à un moment donné ça influe sur toi ou non, c'est vraiment, tu as besoin d'un vrai coup de cœur, enfin, c'est très personnel. Moi je sais que par exemple, je suis quelqu'un, je l'assume assez bien, je suis assez influençable. C'est-à-dire qu'à un moment donné, un Yoel qui dit du bien d'un jeu, inconsciemment, je vais, comme j'aime, et ça arrive pas souvent. J'aime pas mal, enfin, je suis souvent d'accord avec toi, mais il y a ce côté un petit peu influençable, je le sais et je l'assume. Donc voilà, est-ce qu'à un moment donné, le monde médiatique, la hype qu'il peut y avoir autour du jeu, t'influe ou c'est vraiment plutôt une décision plus personnelle, voire plaisir, voire même, peut-être la question, elle est à quel moment tu choisis un jeu, parce que est-ce que c'est suffisamment en amont, est-ce que tu es très très en amont de choix d'édition de jeu, ou est-ce que les jeux tu disais, ils sont déjà édités, et à ce moment-là, en fait, tu fais ou tu fais pas, mais le jeu, si c'est pas toi qui fais, c'est un autre qui fait, etc. Enfin, tu vois, à un moment donné, où se situe le curseur, à un moment donné Déjà, il y a une chose qui est absolument certain chez Super Meeple, c'est que tous les jeux qu'on localise, déjà, on ne le fait que si on aime le jeu. Ça, c'est sûr, on ne fait aucun jeu pour le business, etc. Je sais que Philippe adore Obsession.
Philippe, moi aussi d'ailleurs. Il a dit, Mais, ah oui, oui, Enfin, effectivement. vous aimez. Ah non, non, Obsession, effectivement, c'est génial. D'ailleurs, Moi, j'aime bien. Ouais, ouais. Ça Ça, change. c'est ça change. Ah, Je veux dire, pour le moi, coup, je- voilà, ouais. il a une âme. Ouais, exactement. Ce que je Après, dis souvent, c'est un jeu que tout le monde va apprécier moyennement. C'est chiant. En fait, c'est ouais. chiant. Là, au moins, pour le coup, Celui-là, il est assez clivant. Ouais, c'est ça, c'est vraiment- D'accord. moi, je sais que genre, j'ai un pote qui l'adore vraiment et limite, je prends plaisir à le tester parce que je sais qu'il l'aime beaucoup Ouais. et je vais être là, genre. Si t'arrêtais de me faire chier avec ça, vraiment, je l'aimerais beaucoup plus, mais là, voilà, c'est non. Mais oui, effectivement. Puis le thème, je suis pas réceptif, donc vraiment, c'est encore Ouais. autre chose. Mais oui, pour le coup, le jeu a quelque chose, il plaît ou il plaît pas. Mais au moins, tu sens que le mec, en plus, apparemment, l'auteur est un mec Ah. absolument incroyable. Ah ouais, non, non. Euh, Et puis, voilà. c'est son jeu. Il a Oui, fait c'est que sa vie, ça, quoi, c'est et ça. C'est sa vie, ouais, tout à fait. Mais c'est brillant, ouais. Bon. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, nous, c'est effectivement, on fait des jeux parce qu'on aime le jeu. Les prix, sincèrement, non. Parce que pour deux raisons. D'abord, généralement, quand on a décidé une localisation, c'est généralement fait très en amont, Ouais. bien avant le prix. Et si jamais à un moment donné, supposons qu'un jeu gagne un prix et que ça attire notre attention parce que quand même, etc., on tombe dessus, généralement, c'est que le jeu il est déjà signé quelque part parce qu'il y en a d'autres qui sont, de toute façon, il y a quand même beaucoup de gens qui Ouais. localisent et donc forcément, il y a peu de chances qu'on arrive en disant tiens, ça nous intéresse et que le jeu, ah oui, le jeu il est disponible, il n'y a pas de problème. Je crois que l'un des rares où vraiment ça a eu un impact, c'est Beyond the Sun, qui a été signé après le prix qu'il a reçu au Diamant d'Or. Ah. Ouais, c'est un des rares, je crois, où vraiment ça a été signé après. Ah, c'est Enfin, en c'est tout cas, en tout pas cas, forcément le prix, mais au moins la. En tout cas, moi j'ai discuté avec Rio Grande de ce jeu-là, Ouais, la bien présélection. avant le prix. Hein. Ouais, mais voilà. mais, je crois que c'est ça, qu'il mais je crois était que c'était signé c'est possible. après. Ouais, ouais. Par contre, effectivement, je crois que ce soit même Imperial Steam ou autre, vous les, enfin, Ah au, oui. moment, au moment où les trucs gagnent ou sont nominés, Ouais, vous donc- avez le. Ben, ils sont Ouais, déjà c'est chez nous, bon. ça arrive en VF. Donc pour répondre à ta Oui. question, non. Non, 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 il n'y a pas de. Non, non, c'est pas. Et au niveau communication, quand un jeu qui arrive localisé, est-ce que c'est le même travail de diffusion, Ouais. de communication, ou il y a une vraie différence entre un jeu édité, porté par Super Meeple, non, type on Doggerland, ou On fait pas de différence. une boîte est une boîte Alors là, on parle de la communication française, hein, évidemment, hein, parce que c'est un jeu à nous, ça va pas être le même travail, parce qu'évidemment, le but c'est de le faire, c'est de le diffuser évidemment dans les autres pays. Mais un jeu, quand il sort en France, franchement, on fait pas de différence entre nos jeux à nous, et d'ailleurs, les gens, ils s'en foutent, hein, de savoir si c'est un jeu à nous ou si peu importe. Ils savent pas. De toute façon, Exactement, déjà ils savent pas, etc. Enfin, franchement, voilà. Après, encore une fois, il y a des, par exemple, d'autres gros fans de Feuerland. Quand on dit qu'on va effectivement faire la localisation de ce jeu avec un jeu de Feuerland, bah, ils vont prêter davantage attention parce qu'ils aiment beaucoup ça, ou pareil pour Man Clash, etc. Voilà. Mais nous, au niveau de la com, un jeu, si on l'a choisi, on en choisit, bon, on en a une douzaine par an, à peu près en moyenne, hein, à peu près c'est le but. Si on l'a choisi, c'est qu'on l'aime beaucoup. Donc, à partir du moment où on l'aime beaucoup, on va communiquer dessus de la même façon. Et voilà. Alors. Donc, non, c'est. D'un point de vue un peu extérieur, j'ai l'impression que la com est quand même un peu différente. Genre, ne serait-ce que sur les jeux que vous faites vous-même, genre Doggerland ou Virtua machin, t'as un peu plus ce côté envers du décor. Oui, Designer Diary, machin et Bah, tout. bien sûr, Voilà, parce qu'on a parce plus d'éléments. Voilà, Oui, c'est ça. complètement. Donc, Donc c'est vrai oui, qu'on a plus de matière. La com est un éventuellement. peu différente Ouais, du coup quand même c'est malgré vrai tout. C'est vrai que simplement on a plus de biscuits quoi, d'une certaine façon quand c'est nos jeux à nous parce qu'on a plus de choses à raconter forcément. Mais au final, en tout cas, on expose les jeux de la même façon partout sur les salons, dans Ah oui, l'école. non, ça oui. Voilà, c'est exposé de la même façon. Et au final, encore une fois, on sait très bien que derrière, les gens, ils s'en foutent de savoir si c'est nous ou si c'est localisé. Enfin, bon. Et la boutique, dans la localisation, est-ce qu'elle a un rôle? Est-ce qu'elle est consultée? Est-ce qu'elle est intéressée? Est-ce qu'elle participe à un moment donné Parfois, tu as des infos de genre, tiens, on compte faire ça, est-ce que ça vous intéresse ou pas? Est-ce que c'est pertinent, machin et tout? Ça peut arriver. Parfois, on fait aussi des remontées de notre côté, genre, tiens, on a tel ou tel joueur qui nous a demandé si ça arrive en français ou pas, parce qu'il pense le prendre en VO sinon. Et derrière, toi, tu passes un petit coup de fil, genre, est-ce que vous comptez le faire? Parce que, effectivement, sur de l'expert, bah, tu n'as pas non plus des masses d'éditeurs qui localisent. Du coup, tu passes un petit coup de fil, genre, est-ce que vous comptez le faire ou pas? Voilà. Est-ce qu'on est consulté? Est-ce qu'on a un impact là-dessus? Pas vraiment. Et de la même manière, pour revenir sur les prix ludiques, en termes de vente en boutique, sur de l'expert, ça n'a aucun impact. Quasiment. Sur du familial, l'Asdor est très fort. Là, l'Asdor, il commence vraiment à compter sur le prix en boutique. C'est un prix qui compte. On joue Hmm On joue À quoi? Pronostic. Allez, On est le 4 janvier. vas-y. L'Asdor, c'est dans moins de 2 mois. En famille, Allez. trio. Parce qu'il mérite de gagner pour une fois. Ouais, moi, j'avoue que je connais pas énormément de jeux. Enfin, je joue un peu aux jeux familiaux, etc. évidemment, mais trio, ouais, je serais pas étonné non plus. Ouais. Après, je n'en connais pas des masses. J'ai joué à trio, hein, par contre. Comment? Cat in the Box. Moi,
J'ai pas joué, je ne sais Je pas. mettrais un peu initié, moi. Bah, moi aussi, mais le problème c'est qu'en initié, j'ai déjà quelqu'un d'autre. L'accès à la règle, Ouais. j'aime beaucoup aimer, mais je les Mais en mettrais un initié, peu plus moi, je pense initié. que Mais après, il y a toujours ce fameux débat. Puis le sujet des prix ludiques sera sans doute un prochain épisode, donc on Ouais. risquerait de déraper Ouais. pendant 1 heure là-dessus. Bon, en mais- initié, tu vois qui par contre. Je sèche, franchement. Moi perso, je mets un billet sur Veil of Eternity, qui vient j'ai d'arriver. à peine joué Ouais, il vient une ou deux d'arriver, parties et, sur BGA. Je me souviens pas. Moi, je mettrais un billet sur Sky Team, que je trouve vraiment très bon. Hein. C'est vraiment. Alors, Je trouve qu'il apporte quelque chose de ouais, différent. Sky c'est Team, vraiment un très bon jeu, ouais. localisation ou pas? Non, c'est Je crois crois que pas, c'est hein, un ouais, Scorpion, ouais, ouais, c'est c'est ça, le hein. Scorpion. Ouais, Scorpion, ouais, vraiment, le- c'est très bien. localise pas. Superbe édition. Très bien. Vraiment, Puis enfin, tout est bien. Ouais. Rapport qualité-prix, matos, originalité. Oui. Vraiment. Et pourtant, le thème au début fait pas rêver. Hein. Tu sais, tes petits pilotes d'avion, Ouais. t'es là, genre, bon, Ouais, c'est vrai, ok. mais ça change. Oui, voilà, mais pour le coup, tu fais genre, pourquoi pas? Et en fait, ça marche trop bien. C'est vrai, ça marche très bien. Et en expert. Parce que... On espère. Pour Super Meeple, moi j'ai toujours, en tout cas j'espère, je voudrais bien que la Familia au moins soit nominée parce que je trouve que le jeu il apporte quelque chose de différent et je trouve que l'Asdor aussi devrait mettre en avant des jeux qui sont un peu différents de ce qui se fait. Maintenant, effectivement, il y a pas de Pagan, moi j'aimerais bien aussi, mais je ne sais pas si c'est en ici ou en espère. Après, je sais que par exemple Nucleum, Darwin's Journey, Marrakech. J'ai pas joué à Marrakech. Ouais, moi, je mets vraiment Mais il une paraît que c'est grosse très bien. pièce sur Marrakech quand même. Ouais. Il a une bonne tête de coupable. Je sais pas. Toi, t'as. Moi, je sais pas. J'aime tous ces jeux. Faut trancher, monsieur. Ouais, je Faut sais. choisir, faut c'est choisir. compliqué. Je savais pas que Marrakech pouvait être. J'ai jamais trop compris qui a le droit ou pas le droit et tout. C'est un bordel. Ouais, mais tous les jeux qui sortent jusqu'au 31 janvier Ouais, tous les jeux 2024. sortis en C'est vrai français. De... Et je crois apparemment surtout c'est jamais édité précédemment. Genre en gros je crois que Ah oui, ça c'est sûr. ouais, je crois que Amalfi et Zango sont pas Ah éligibles. non. Mais de même qu'Expédition, nous, qu'on voulait bien Voilà. voir en familial, Ben, et, n'est pas éligible. C'est pas éligible. Du coup, Tout ce qui n'a jamais été Ouais, ok. toute réédition, Ouais. en gros, ouais. d'un jeu qui a déjà été comme sur le marché français, vendu sur le marché français, était Ouais. Donc du coup c'est dommage parce qu'effectivement Amalfi Zango genre en expert aurait pu aussi. Les éditions. Ouais. Enfin, Et surtout en plus pour le il coup, y a le jeu et puis il y a l'objet et là t'as un double. bah, on en parlait tout à l'heure sur le double fait que vous travail, modifiez pas trop quand vous localisez un jeu sur effectivement Amalfi et Zango. Les mecs ont fait un gros Ouais. taf de. Mais Zango, c'est pas de la localisation, c'est une réédition. Oui, ça. Ouais, Parce bien sûr, qu'Amalfi, donc c'est limite, du travail. c'est presque un nouveau jeu. Oui, Et bien je trouve sûr. que pour le coup les exclure parce que Ouais, c'est c'est après ouais. voilà où tu mets le curseur toujours pareil, Ouais, c'est compliqué. je- Mais très chouette jeu en tout cas. Voilà. Et je trouve qu'on a quand même une belle année. Je trouve Oui. qu'on a une belle Ouais, année ouais, ludique. ouais. On Il y a des une belle beaux fin jeux. d'année. Une belle fin d'année. Parce que 2023, de janvier à genre Essen, c'était un désastre, j'ai trouvé. Vraiment, genre, pas Ouais. grand chose de bien. Et par contre, en 3 mois, on a eu que les trucs de ouf. Et t'es là, genre, bah ouais, mais vous ne voulez pas les dispatcher sur l'année, s'il vous plaît, messieurs, dames? Moi j'ai Hégémonie que je mets 5. Bah, moi aussi, Hégémonie, évidemment, c'est trop bien. Mais Hégémonie, genre, ça peut pas être J'ai nommé fait que à- 2 parties. ça peut pas être nommé Mais- As d'or, Hégémonie. Non, C'est- je sais c'est bien. trop. Ouais, C'est trop tout. C'est disproportionné. Non, c'est, non, gagner peut-être pas, mais nominé, pourquoi Bah, pas. Il y a ouais. comme Gloomhaven. mais pour moi, il prendrait la place de la Familia s'il est nommé. Tu vois, genre, ce côté de jeu un peu Ouais. hors norme Ouais, ouais. que tu mets là pour le promouvoir un peu. Donc, Enfin, il est en norme, il est en norme plus dans sa thématique, enfin plus dans sa thématique, sa mécanique, etc. Enfin, le jeu en lui-même, la mécanique n'est pas très différente. on parle de quel jeu? Hégémonie. Ah oui, mais Ouais. c'est ce qui crée. Ça dure 5 Mais par heures, contre- c'est déraisonnable. Enfin, Ouais, c'est, voilà. Puis par contre, le thème est vraiment sympa. c'est fort. Jouez-y au moins une fois, si vous pouvez. C'est bien. À 4. Ouais. Ouais. Oui, oui. On va aller faire une première pause et on va et le principe de Marketplace c'est d'avoir bien sûr des invités, mais également d'aller un peu sur le terrain et d'aller voir un petit peu sur ces sujets-là ce qui se passe dans la vraie vie. Et donc on est allé à Sirens. Alors Sirens c'est à 20 km de Mulhouse, entre Bâle et Mulhouse, c'est 5000 habitants. Et il y a Sébastien Murer qui a monté il y a 2 ans un jouet club. Et il y a quelques mois, même pas, quelques semaines, quelques mois, j'ai passé la porte de Jouet Club parce que je devais chercher une merde, je sais pas, un Lego, un truc, une peluche, ou n'importe Bisous Lego. Ouais, pardon, mais un truc qui n'est pas pour moi. Et il y a un rayon jeu de société. Et voilà, hein, même dans un jeu club, je vais voir le rayon de société. Et je tombe sur un Ark Nova. Et puis je regarde, et alors, depuis il y a du Nucleum, il y a du Pagan, il y a du Septima. Je fais, mais il n'y a pas que du Super Meeple, il y a plein de jeux. Et bien sûr, il y a du traditionnel. Et je me suis dit, mais pourquoi il a tout ça, ce mec? C'est un jouet club, quoi. Moi, j'avais les boutiques, un peu Cultura et Fnac. Hein. De plus en plus, ouais. Voilà. Et donc, je vous propose d'aller sur le terrain. On est allé rencontrer Sébastien.
Et on va lui demander pourquoi il a tous ces jeux, lui, dans un jouet club. Et on est à Sirens maintenant, au Jouet Club de Sirens avec Sébastien, Salut le Philippe. directeur. Salut, merci de nous accueillir. Avec grand plaisir. Alors, c'est un peu marrant pour Marketplay, une émission un petit peu spéciale jeux de société, de se retrouver dans un jouet club. Mais moi, je voulais absolument vous montrer le rayon jeu que tu as construit depuis 1 an et demi, Merci. à peu près 1 an et demi le magasin ici. 1 an et 2 mois Ouais. même. Voilà. Alors, vous allez voir, c'est incroyable. On vous emmène, on y va. C'est parti. Alors, tu choisis droite, gauche. On va passer à gauche, hein. Allez. C'est là où on a les jeux un peu spécifiques. Donc, on va retrouver là. À savoir que le rayon, déjà, quand on a ouvert le magasin, il n'était pas aussi important. Et il va encore tendre à s'agrandir. On va bien sûr être présent à Cannes et à Vichy, nous, cette année, pour découvrir les nouvelles pépites de 2024. Et du coup, on va retrouver un peu de place encore pour agrandir le rayon, puisque pour nous, c'est aussi une passion. Ma femme, on en a parlé tout à l'heure, a été sélectionneuse pendant 14 ans dans le jeu. Et pour Jouet Club, savoir que Jouet Club, c'est une coopérative. Donc, effectivement, donc chacun est indépendant. Mais c'est vrai que depuis quelques années, notre président aussi pousse à développer le rayon jeu, notamment spécialiste. Et c'est ce qui se passe actuellement. Et nous, c'est vrai qu'on est dedans depuis très longtemps. Donc, on prend ce qu'il faut. Et c'est vrai que pour ça, on va aux différents salons. On échange beaucoup avec nos clients, avec toi aussi. Et puis comme ça nous permet de découvrir certains jeux. À Super Meeple. Et oui, c'est vrai. Et du coup, que j'apprécie énormément aussi. Ouais. Et du coup, c'est vrai qu'il y a tellement de jeux qui sortent par an Ouais. que c'est toujours important d'échanger avec les différents partenaires, avec nos clients aussi. Pour des fois, on a beau être plongé dedans, mais on passe à côté de pépites qui, dans ce monde-là où il y a 300 à 400 nouveautés par an qui sortent, c'est pas évident d'en faire un tri forcément. Donc, voilà. C'est vrai que je trouve incroyable. Enfin, désolé, je le redis, mais pour un jeu club, Ouais. Fédération, Sleeping Gods, Dune Imperium, Terraforming Mars, Château Blanc qui vient de sortir, Doggerland, Nucleum, un de mes coups de cœur de l'année. Là, on parle que du jeu expert, mais si on se retourne, tu as beaucoup de jeux très très bons, familial, initié, et ouais, je trouve ça assez dingue d'avoir ça. Alors, et même en termes de marché, est-ce que ça peut pas demain un peu rebattre les cartes d'un marché du jeu? Parce qu'aujourd'hui, tu as les boutiques spécialisées, tu as vraiment Cultura, Fnac qui ont commencé à prendre une place. Et c'était un peu tout, quoi. Nous, Et Internet, bien sûr, mais... Et Internet, nous, notre force à nous, c'est comme dit, on est indépendant, donc chacun va choisir ses jeux qu'il a en magasin. Et Matago, très bien. Et en plus, on est en partenariat avec eux pour des jeux Kickstarter. Donc c'est vrai que nous, la devise chez Jouet Club, et notamment chez nous, c'est le partage et jouer ensemble. Donc ça passe par le jeu de société aussi. Donc, et pour nous, c'est important autant d'avoir des bons jeux pour les enfants, des bons jeux pour la famille, mais aussi pour les initiés et voire experts. Et c'est vrai que pour nous, ça s'est fait tout logiquement. Et c'est vrai que quand on a ouvert le magasin, c'est pas parce que nous on aime ça. On s'est dit, est-ce que ça va plaire à tout le monde? Finalement, on a beaucoup développé le rayon parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a un engouement. Redistribuer, je sais pas. C'est vrai que les gens n'ont pas forcément le réflexe de se dire jouer club, mais c'est vrai qu'on est des spécialistes. On est des spécialistes dans le jouet, mais aussi dans le jeu. Et du coup, ça passe aussi par expliquer les jeux. C'est pas simplement je les mets en rayon. On les explique, on fait des soirées jeux de société. Notre but, c'est pas de remplacer. C'était une soixantaine la dernière fois. La dernière fois, une soixantaine. Et tu avais dû. J'ai dû refuser parce qu'on avait dit 45, mais on est passé à 60. Les gens m'appelaient, mais alors le but, c'est pas forcément de remplacer des bars à jeux, des choses comme ça. C'est de casser les codes, de faire découvrir aux gens les jeux, de jeux initiés experts. J'aime pas trop les catégoriser comme ça parce que tout se fait. Mais c'est surtout de leur montrer que tout est possible et de leur faire découvrir soit des nouveautés qui sont issues des festivals comme Cannes ou Vichy, ou soit de faire redécouvrir des jeux qui sont plus anciens, mais que ces gens-là ne connaissent pas. Sur la partie un peu plus expert, qui c'est qui vient acheter? Est-ce que c'est le grand public qui bascule progressivement vers du jeu un petit peu plus costaud, ou il y a vraiment des gens qui maintenant t'ont identifié comme un dealer de jeux et qui vont venir un peu comme moi, où je sais que tu as du choix et je vais venir aller chercher une boîte ou deux parce que je sais précisément ce que je veux prendre? Alors on a des deux, on a bien sûr des gens qui vont spontanément choisir le jeu eux-mêmes puisqu'ils le connaissent, donc ça on parle déjà des gens qui sont un peu dans le domaine du jeu et qui jouent souvent, mais j'ai aussi des gens qui finalement viennent.
Alors, on ne gravit pas la montagne en commençant par le sommet, mais qui commencent par des jeux un peu familiaux, et puis qui basculent après dans l'initié, puis après dans l'expert. On leur explique, on essaie de leur conseiller des jeux en fonction de ce qu'ils ont envie aussi. Parce que des fois, il y en a, ils ne sont pas du tout dans l'univers espace et tout ça, donc ça ne va pas être un Terraforming Mars ou un Planète Unknown. Donc c'est vraiment en fonction de ce qu'ils ont envie, et bien sûr en le conseillant judicieusement pour pas qu'ils basculent sur un jeu trop dur ou autre et qui finalement les rébuterait pour la suite. Et c'est comme ça qu'on acquiert aussi une confiance avec des clients qui finalement après viennent me voir, ou mes collègues, en nous demandant, voilà, j'avais ça comme jeu, vous l'avez conseillé, j'ai adoré, j'aimerais passer un cran au-dessus, donc qu'est-ce que vous me conseillez à ce moment-là? Et c'est là qu'on intervient, et ce que Internet n'est absolument pas capable de faire, puisque ils vendent des jeux, certes, mais ils ne les conseillent pas. Petit clin d'œil à Super Meeple, je crois que tu aimes bien, en particulier aussi, on s'est rencontré à Vichy sur leur stand. Mais... sur leur stand, alors moi j'aime bien parce qu'ils ont énormément de jeux que j'apprécie beaucoup. C'est tout le temps un plaisir aussi de les voir, puisque à chaque fois qu'on les rencontre sur les salons, on a toujours des nouveautés à profusion, et donc du coup c'est un plaisir pour les yeux et pour le jeu aussi. Et c'est vrai que j'apprécie beaucoup, et je vais beaucoup dans la discussion aussi avec les différents éditeurs qui sont présents sur leur stand, et du coup c'est aussi un bel échange avec eux et avec des autres qu'on soutient, puisque les Skate Legends aussi chez eux, enfin dans le stand Néoludis, parce que ça fait partie de différents éditeurs, et du coup voilà. Mais c'est vrai que Super Meeple, moi j'aime bien parce qu'ils font des jeux qui sont adressés vraiment à toute catégorie, je trouve. Et voilà, c'est ce que j'aime bien chez eux. Dernière question, c'est quoi tes grosses ventes, famille, on va dire initiée? Dis-nous un petit peu qu'est-ce que tu as année, sur 2023. Ouais. C'est quoi 2023, il y a le carton, c'est Trio. D'accord, ouais. C'est Trio. Je crois que Philibert aussi l'a beaucoup vendu. À savoir qu'on est numéro 1 en France des ventes de Trio. C'est Asmodée qui me l'a confirmé la semaine dernière. Si, on est numéro Incroyable. 1. Pourquoi? C'est toi qui le vends, ou ça se vend tout seul? Je crois que tu le pousses pas mal. Hein. Je le pousse pas mal aussi, parce que, alors déjà, c'était je crois que tu as un présentoir. Comme on aime bien, j'ai un présentoir. Alors, comme on aime bien jouer, j'ai aussi joué avec ma femme. Donc elle m'a donné un défi, elle m'a dit écoute, je fais un présentoir complet. Ouais. Et du coup, moi, bien sûr, on y a joué, j'ai découvert au mois de juillet ce jeu-là. Et ce que j'aime dans ce jeu, c'est que quand on y a joué, on s'est rendu compte, j'ai un adolescent de 17 ans, et ça l'a fait sortir des jeux vidéo, de la console et des tablettes. Et du coup, j'ai dit tiens, ça c'est vraiment un jeu intéressant, intergénérationnel aussi, qui est facile à comprendre autant pour les adultes que pour les plus jeunes, et qui plaît. Donc du coup, on est passé numéro 1 dans les ventes de Trio. Après, c'est combien d'exemplaires à peu près sur une année? Là, j'en ai vendu 300 depuis fin août. Ouais. Donc voilà. Et après, ça c'est dans les petits jeux, mais j'apprécie tout autant Skull King. Bon, le Skyjo, on n'en parle même plus, parce que ça... Voilà, ça c'est clair. Celui qui a très bien tourné aussi, c'est Ella et l'éclat de la montagne. Celui-ci, il m'avait tapé dans l'œil à Vichy, où il a été présenté. Et très belle vente aussi de fin d'année, très belle aventure aussi. C'est vraiment un très beau produit. Moi, je l'ai pris chez toi et j'ai fini la campagne. Et vraiment, vraiment chouette. Et voilà. C'est vrai que non, ça c'était vraiment aussi... des fois, il n'y a pas que le volume de vente, c'est aussi le petit coup de cœur de ce jeu-là. Et moi, j'ai bien aimé aussi Skate Legends, c'est un petit peu un stop ou encore. Où là, quand on était à Vichy, on a rencontré son créateur, là, qui est La Rose Noire. Donc, c'est une maison qui est basée à Marseille. Et du coup, on a discuté avec, et pour la petite histoire, quand on a fait la soirée jeu, il m'a envoyé un texto en me disant tu me diras si ça a plu, parce qu'on l'a fait découvrir à ce moment-là. Et voilà, on a eu. Le jeu est excellent. Ouais. Et en plus, les cartes, le format de cartes est vraiment top. Et, le format 11-11, il se transporte facilement. Ouais, et puis ce côté un petit peu foil des cartes venues, vraiment une très belle édition. J'aime bien aussi. À 12,99. Ouais, franchement. Incroyable, quoi. Ouais, c'est vraiment très sympa. Et c'est vrai qu'on a testé ce jeu-là à Vichy, et puis on a tout de suite adhéré, et puis on lui a passé une commande de pas mal de pièces, et du coup il nous soutient aussi, et puis c'est vraiment très sympa. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour cette présentation. Merci. Et puis voilà, un nouvel acteur, un ancien acteur qui revient dans le game du jeu de société. À fond. Merci Seb. Merci à toi, merci Philippe, à bientôt.
Sirens, donc ce rayon-là, assez incroyable pour un jouet club, comme on vient de le voir. Est-ce que ça peut changer quelque chose dans le futur, dans le monde de la distribution, cette arrivée de nouveaux acteurs? Oui. Alors, je sais que Cultura, Fnac le fait déjà. Ils commencent à avoir des rayons corrects. Et certains Cultura, avec des chefs de rayon qui connaissent le jeu, ont aujourd'hui une vraie offre. Il y a d'autres, on en parlait. Ouais, pour le coup, sur l'île, tu as le Furet du Nord, qui ont un rayon qui est mais devenu incroyable. Ça va de Gloomhaven à Faraway en passant par Azul. Ils ont des centaines de boîtes. Et en vrai, tu as une boutique spé à Lille en ce moment. Je pense que tu n'es pas super serein. Parce que les mecs ont une force de frappe qui est beaucoup plus grande que n'importe quelle boutique spé. Demain, Cultura décide de mettre 100 000 balles sur la table. Ils peuvent le faire. Toi, un peu moins. Donc ouais. Oui, et surtout, en fait, c'est les boutiques, je pense qu'elles continuent à ne vendre que les grands classiques. Tu vois, si ça vend des aventuriers du rail, des Catan, des machins, Cultura Fnac va faire aussi bien que toi. Peut-être moins cher. Peut-être moins cher, peut-être mieux à terme. Voilà, donc pour moi, c'était une boutique spé, ton rôle, c'est d'aller au-delà de ça. Tu vois, c'est ce que je dis souvent en rigolant, mais genre, quand tu vas chez ton fromager, le but, c'est pas qu'il te propose de l'emmental et du... Non, tu veux un truc un peu sympa qui va plus loin que ça. Bah, c'est pareil. Pour moi, le jeu, c'est pareil. Si la boutique ne peut pas me proposer autre chose que du grand classique, ça me pose problème. Toi, dans ton travail d'éditeur, localisateur, je sais pas comment on dit. Qui localise. Éditeur, et dedans, voilà. il y a... Est-ce que ce changement un petit peu dans le mode de distribution impacte un peu tes choix ou tu le vois? Enfin voilà, est-ce que ça a une incidence sur ton travail aujourd'hui? Alors ça impacte nos choix. Alors oui, non en fait. Alors non dans le sens où de toute façon les jeux, bon, on fait encore une fois, on fait les jeux qu'on a envie de faire et puis ensuite on le distribue comme on peut. C'est simplement en revanche une nouvelle opportunité, une nouvelle grosse opportunité. Parce qu'en fait, effectivement, autant il y a 5 ans, c'est presque pas un sujet, hein, j'ai rappelé, mais maintenant les distributeurs, en tout cas, il y a des personnes qui sont spécialisées dans la GSS, donc dans la communauté. Et effectivement, pour citer les deux plus gros, en tout cas, c'est la Fnac et Cultura, ils ont pris un tournant qui est absolument impressionnant depuis quelques années. On le voit d'ailleurs, tout le monde, on voit maintenant dans n'importe quelle Fnac ou Cultura, on regarde le rayon jeu, ça n'a rien à voir avec ce qui était il y a 5 ans. Il y a vraiment un tournant qui est pris et effectivement un vrai intérêt de ces chaînes-là pour maintenant des jeux de toute catégorie. Donc simplement, c'est-à-dire que globalement, pour nous, c'est effectivement un acteur de plus. Alors c'est pas, ça veut dire qu'on va toucher aussi un public qui est potentiellement différent. C'est ça qui est aussi intéressant. C'est-à-dire qu'effectivement, on va avoir du Art Nova maintenant à la Fnac ou à Cultura. Ben voilà, c'est les personnes qui vont acheter Art Nova à la Fnac ou Cultura et c'est peut-être pas les mêmes que ceux qui connaissent déjà le jeu depuis 6 mois, sûrement et qui l'ont acheté déjà dans leur boutique SP, etc. Donc ça ouvre quand même effectivement un public un peu plus large. Donc pour ça, c'est vraiment, donc c'est vraiment intéressant. Savoir si effectivement, savoir si c'est un impact négatif sur les boutiques SP effectivement des ventes en baisse, etc. Ça, nous, on n'est pas en mesure de le savoir, etc. Et c'est vrai que ça ne nous concerne pas directement. Nous, voilà, simplement pour nous, c'est une opportunité de plus. Voilà. Simplement, autre chose, ça peut nous impacter parce que les GSS, il y a aussi un argument prix. C'est-à-dire qu'en fait, on sait qu'un GSS, pour rentrer en GSS, pour certains types de jeux, c'est-à-dire les jeux familiaux, alors nous, encore une fois, on n'en sort pas des masses, mais par exemple, je prends Expédition, la raison pour laquelle on l'a mis à 32 €, alors qu'en fait, c'est un jeu on pourrait vendre au moins peut-être 35, etc., parce qu'il y a quand même du matériel qui coûte à produire. C'est justement tu passes le cut en fait. C'est pour arriver effectivement à un prix qui est un peu le prix qu'on sait être un peu le prix max pour pouvoir plus facilement rentrer en GSS. Donc c'est plutôt dans cet esprit-là que ça peut avoir un impact. Mais ça parce que ça devient des acteurs majeurs. Ouais, puis même en termes de marketing et tout, sur ta boîte, tu la penses différemment aussi maintenant. Tu te dis, la plupart des boîtes qui vont être vendues sans conseil. Ouais. Et en vrai, ça a un vrai impact sur ta façon de... Alors, pas forcément sur de l'expert, c'est peut-être un peu différent, mais si tu prends des jeux familiaux, machin et tout, il y a plein de boîtes qui vont se vendre un peu toutes seules. Et ben, il faut penser ça, il faut penser le marketing de cette façon-là. Et ça change clairement des choses. Je voulais parler de World Wonders, qui, je crois, sera en boutique le 17 janvier. C'est ça. Normalement, à la sortie de l'émission, déjà en boutique. Mais également en GSS. World Wonders, également GSS. Alors c'est vrai, alors World Wonders, je parlais tout à l'heure des partenariats sur lesquels c'est typiquement,
Alors c'est pas un partenariat aussi fort que Fireland ou Mindclash parce que comment dire, MeepleBR, donc c'est des Brésiliens avec qui on a déjà travaillé, ils sortent trop de jeux pour que nous on puisse les suivre et puis bon, enfin bref, pour différentes raisons on peut pas faire tous leurs jeux. Donc Waganda, c'est MeepleBR, c'est eux notamment qui ont fait Brasil et Paper Dungeons, donc deux jeux qu'on localise déjà. Et celui-ci effectivement, on va le proposer et clairement au-delà du jeu en lui-même qu'on trouve vraiment extrêmement plaisant et qu'on peut, enfin qui Est-ce qui qu'on est ne montrerait pas la boîte d'ailleurs, quand même? la boîte. Bah oui. T'as joué? Pas du tout. On jouera ce soir. Ouais, ça me... Donc Je ça, fais homme sandwich. et donc, c'est vrai, donc effectivement, mais au-delà de ça, dans le choix du jeu, aussi, hein, au-delà du fait, déjà, la base, encore une fois, le principe de base, c'est qu'il faut que ça nous plaise, donc ça nous a plu, c'est aussi effectivement le prix. On est obligé de prendre en compte aussi le prix, le prix auquel sera vendu. Il y a des jeux qu'on a aimés, mais qu'on a quand même refusés parce qu'on estimait que le prix était trop délirant. Ça, ce jeu-là, quand on sait qu'il va être à 40 €, c'est le rapport intérêt du jeu, prix, enfin bref, l'ensemble, fait qu'on a trouvé ça extrêmement intéressant. Et c'est pour ça qu'effectivement, on est très excités. De toute façon, aujourd'hui, de toute façon, c'est ce que je dis souvent, c'est aujourd'hui en boutique, sur un jeu que tu vas acheter, tu payes jamais le développement du jeu. Non. Et c'est terrible, hein. Ouais, On en parlait tout à l'heure, mais c'est sûr. tu vas payer que le matériel. Et tout le reste n'est pas facturable. Complètement. Parce que les gens Et donc, comprennent. les gens sont, non, ils ont. Voilà. Et des fois, tu as envie de dire, genre, ouais, le jeu, il pourrait coûter parfois un peu moins cher, mais les mecs ont mis tellement de temps que, ok, voilà, ça me va. Et des fois, tu as des jeux, tu te dis, genre, Ouais, c'est complètement. Tout à fait. voilà. Et un jour, on aimerait bien que le temps passé à développer des jeux puisse être pris en compte. Ouais. Ce serait bien, mais Mais bon, ça commence à pas tout devenir de suite. cher. Ça va commencer. Donc celui-ci, clairement, effectivement, nous, on a le plaisir, en tout cas Néoludis, notre distributeur, travaille pour qu'il soit effectivement clairement bien présent en GSS. Parce que voilà, c'est un jeu initié, hein, en fait, à peu près, enfin, familial plus, on va dire, enfin familial un petit peu entre les deux. Et clairement, il a un public qui est assez large. Et donc, Ce qui est marrant, c'est que le nom, tu as envie de le mettre à côté de Seven Wonders, ouais, en termes de boîte. Ouais. Ce qui en vrai est malin, parce que les gens connaissent Seven Wonders, il est à côté, tu es là, genre, bon. Ouais. Mais en vrai, moi, en boutique, c'est ce que je vais faire, tu vois. Je le mets à côté, le nom est quasiment identique. Les gens vont se dire, bon, bah, c'est sensiblement équivalent en termes de mécanique. Et on a Seven Wonders, du coup, on va prendre l'autre à côté. Et en vrai, ça serait bien si on pouvait profiter de. Bah, l'aspiration, non, mais pour le coup, c'est vraiment ça. T'as des jeux comme ça que tu vas regrouper par similitude parce que les gens en connaissent un. Genre, en gros, tous les jeux un peu abstraits de pose de tuiles, tu les mets près d'Azul. Parce que les gens connaissent Azul. S'ils aiment Azul, ils se doutent que bah, Sagrada à côté, ça doit être. Si c'est là, c'est que c'est un peu pareil. Et tu vends pas mal de trucs comme ça juste parce que tu connais entre guillemets, le papa du truc. Donc voilà, faites pas ça chez vous. Parce que si on avance un peu, si on parle un peu logistique, est-ce que tu interviens dans les choix de production, notamment alors, Europe, Chine ou France? Est-ce que c'est quelque chose qui intervient dans le choix, le fait que ça soit plutôt en Chine, plutôt en Europe, Pologne, République tchèque aujourd'hui essentiellement, je crois, ou la France. Voilà, un petit mot sur ça, la localisation de la production, quel impact, tu as des préférences ou des anecdotes, comment tu... Non, sincèrement, dans le choix du jeu, l'endroit où il est fabriqué n'a pas beaucoup d'importance. Sincèrement, non, parce que bon, globalement, les différentes usines savent produire des jeux, hein, que ce soit aux États-Unis, en France. En France, c'est très très limité. Hein, quand même. J'allais dire, on fait pas trop. On fait quasiment, enfin, on sait faire un peu de punchboard, etc. En France, on peut produire des jeux qui sont vraiment, effectivement, très très basiques. C'est impossible de produire un Doggerland en France, c'est impossible. Hein, je crois que c'est le trio qui a été fait en France, mais c'est oui. que les cartes, voilà. C'est ça, exactement. Non, ça, il n'y a aucun problème, ça on sait faire. Mais dès qu'il y a un peu plus de matériel, c'est compliqué. Mais par contre, effectivement, en termes de qualité, bon, voilà, la Pologne sait faire, l'Allemagne sait faire, la Chine sait faire. Donc, on n'a pas trop de questions là-dessus. Hein. Non, donc, simplement, c'est que lorsqu'on réfléchit. Lorsqu'on réfléchit à une localisation et qu'on a effectivement les prix et donc le jeu, on est partant pour faire le jeu, on regarde effectivement où c'est produit, quels sont les coûts et on intègre le prix du transport dedans. Donc ça rentre simplement dans le business model et ça va éventuellement faire basculer. Mais bon, c'est assez rare parce que la différence elle n'est pas si massive. C'est quoi le transport, c'est en pourcentage, on parlait, tu nous as donné quelques chiffres avant. Le transport alors, ça représente quoi à peu près en moyenne?
Alors, le transport, déjà, ça a énormément varié. Hein, parce que, Et puis augmenté récemment. Alors, il faut savoir qu'effectivement, maintenant, on est sur un prix de transport qui est à peu près 4 fois, voire 5 fois moins cher qu'il y a 2 ans. En fait, il y a eu une période absolument délirante de prix il y a quelques années. Là, c'est redescendu. Maintenant, en gros, hein, le transport, il faut compter à peu près pour une boîte comme ça, de Chine, d'accord? Donc, il faut compter 1 euro. Voilà. Et donc voilà, donc on fait le calcul sur un jeu comme ça qui vaut 40 euros. Bon, Ça devient j'ai une question où j'ai un peu la réponse, mais est-ce que, en termes de genre, pour la planète, produire parce que beaucoup de gens disent ouais, ce serait bien qu'on produise plus localement, machin et tout, et du coup, pourquoi les gens font pas ça plus en Europe? Parce que la Chine, c'est loin, machin et tout. Et du coup, ce qu'on parlait tout à l'heure, effectivement, c'est pas. Non, effectivement, ça c'est contrairement à ce qu'on peut croire. Effectivement, produire en Pologne, c'est pas absolument pas plus écologique que produire en Chine. C'est pareil, c'est incroyable, mais c'est pas aussi simple de dire je prends la distance, je prends Google Maps, je prends la distance à l'usine, ah ben c'est beaucoup moins que la Chine, donc ça pollue moins. Il y a énormément de paramètres à prendre en compte. D'abord, les usines en elles-mêmes, etc. Il faut voir que les usines en Chine, elles utilisent des machines qui sont extrêmement modernes. Elles ont aussi beaucoup de contraintes d'un point de vue gouvernemental en termes d'émissions. Le transport maritime, c'est certes polluant, mais il faut savoir qu'à l'unité, c'est le transport le moins cher. C'est beaucoup moins cher que le camion à l'unité. Enfin, il y a énormément. En plus, là, on parle de localisation, mais il y a autre. Alors, si on parle d'édition, par exemple, donc ça, il faut avoir aussi un autre point de vue, c'est qu'en édition, si je produis 20 000 jeux, par exemple, 20 000 jeux en Pologne, par exemple, je vais en apporter. Alors on va se dire, bah, c'est bien, j'en importe 5 000 en Allemagne, c'est juste à côté, je ne pollue rien du tout. Mais quid de ceux qui partent aux États-Unis, par exemple? Et la distance entre la Chine et les États-Unis, en termes de pollution, c'est pas la même qu'entre la Pologne et les États-Unis. Donc il y a un ensemble de paramètres à prendre en compte, et c'est pour ça que c'est beaucoup plus compliqué que de dire simplement, ah oui, en Europe c'est bien, et la Chine c'est pas bien. C'est beaucoup plus complexe. Maintenant, effectivement, dans l'esprit de tout le monde, ah bah, clairement, l'Europe c'est bien mieux. Bah non, c'est pas forcément. En même temps, c'est bien mieux, oui, mais genre en boutique, ça a littéralement zéro impact. Ouais. Genre, alors ça, c'est un non-débat. Pour le coup, en boutique, oui, ce serait bien de produire en France, machin et tout. Si jamais ça arrive, forcément, c'est plus cher. Et les gens ne sont pas prêts à payer un jeu plus cher parce que c'est du Made in France. C'est faux. Alors oui, quand tu poses la question sur Facebook, tout le monde va dire, bah évidemment qu'on veut payer. C'est faux. Ça n'arrive pas et c'est comme la taille de la boîte. Tout le monde est là, genre, ouais, on veut une boîte plus petite, machin et tout. Dès que ça arrive, c'est, ah, mais du coup, c'est cher pour la taille de la boîte. Ouais, mais vous aviez dit que... Voilà, c'est tout ce qui est un peu effet d'annonce ne marche pas actuellement en boutique. Voilà. Aujourd'hui, tu mets un jeu Made in France, vraiment, c'est zéro impact de vente. Et pourtant, c'est marketé, c'est machin, et ça ne fonctionne pas. Si le jeu est plus cher que ce que peut être un jeu en Chine, genre c'était le cas pour Marrakech qui est produit en Pologne, qui était un peu plus cher, tout le monde a gueulé, et ben voilà, l'argument ne suffit plus à vendre, en tout cas, ne suffit pas pour l'instant. Alors, on demandera à Yannick Vermouth, le patron d'Offline, qui a édité Culot, et qui a plutôt un beau succès, 15 000 exemplaires vendus. C'est pas mal. Je crois que c'est plutôt bien. Et on lui demandera très prochainement pour savoir est-ce que l'impact du Made in France sur les ventes, pour lui, est-ce qu'il l'a ressenti ou pas? Alors, Made in France, je pense que c'est encore un petit peu différent que Made in Europe. Hein. Enfin, oui, pour le coup, oui, tout à fait. Voilà, c'est encore une autre échelle de prod. D'accord. Et d'ailleurs, mon discours, c'est pas de dire, je suis pro fabrication Chine, etc. C'est pas du tout dessus. Nous, on fabrique en Chine pour différentes raisons, etc. Ce que je dis, c'est que le discours très simpliste qu'on entend effectivement, qui consiste à dire, ah, la Chine c'est polluant, c'est pas bien, etc. Et alors que production en Europe c'est super. C'est si simple. C'est ce qui est intrinsèque à simpliste, c'est-à-dire qu'effectivement c'est généralement faux. Donc ça ne va pas. Voilà. Par contre, effectivement, toutes les démarches qui sont faites de toute façon pour la production en France, parce qu'il y a plein de choses possibles, quoi. Mais voilà. De toute façon, en termes c'est un problème aussi assez large. Je sais pas si c'est une tendance, mais je pense à Earthbound Ranger. Chez Intrafin, je crois qu'ils distribuent, qui ont fait le choix d'une production, en tout cas en termes de marketing, comme verte. Alors, je ne connais pas assez le jeu et le pourquoi c'est entre guillemets vert. Je pense que partons du principe que c'est réel, bien sûr, mais est-ce que c'est une tendance un petit peu demain dans les jeux d'avoir je sais pas, du papier recyclé, du carton, etc. Alors, cette dimension un petit peu écologique dans le
le choix de production. Ce qui est- Et là, c'est pas un problème de Chine ou pas Chine, Ouais. parce que tu peux faire du bio en Chine. Alors pour le coup, ce qui est assez apprécié, maintenant, effectivement, c'est l'absence de cellophane autour de la boîte. Par exemple, c'est pas grand chose, mais par contre, même si les gens au début pensent genre, c'est une boîte qui a déjà été ouverte, bah non, il y a un petit machin. Et pareil, dans les boîtes, tu sais, souvent les cartes qui sont cellophanées. Bah, de plus en plus maintenant, on voit des emballages un peu en papier. Tout à fait. Alors, Et ça, c'est très bien. sur Pour le coup, un je trouve ça Ranger, très cool. Voilà, c'est le cas. C'est vrai que et puis c'est assez agréable à manipuler. Et Moi, puis le- c'est plus simple le- à ouvrir. L'ouverture facile de merde, là, on vous voit. Vraiment, c'est insupportable ça. Qui arrive à ouvrir? Personne. Vraiment, c'est. Non, non. Ouais, c'est Je suis clair. d'accord. Ouais. Non, sur l'emballage, oui, c'est vrai. La question que je me pose simplement sur l'emballage plastique et le fait qu'il n'y ait plus d'emballage plastique, c'est qu'il faut juste s'assurer que dans le transport, Ça on prenne se pas. retrouve- que les boîtes ne se retrouvent pas abîmées Ouais. et que du coup, Et il y a un retour. David Vous de savez, Fairplay, beaucoup que plus je important. salue à Mulhouse, notre boutique, m'en parlait il y a pas longtemps, il y a quelques jours. Il me disait que pour lui, les boîtes non cellophanées viennent avec beaucoup plus d'impact, Ouais, de c'est défauts, aussi et les ça fois que lui j'ai pose des problèmes à la vente. Et ok, c'est écologiquement sympa, mais si derrière il y a du rebut, au final, ce que tu as gagné, c'est pareil, c'est jamais aussi Par simple. contre, Donc, j'ai plus de mal avec les boîtes qui enlèvent le cellophane, mais qui te bourrent de plastique. La boîte est là, genre. Bah non, là c'est pas cohérent par contre. Mais oui, non, pour le coup, je trouve que ça va dans la bonne direction et c'est plutôt une bonne chose ça. En plus, je rappelle, il y a une taxe éco-jeu, un truc comme ça là qui est. On paye on paye Ouais, de des plus en- taxes de selon taxes, selon le actuellement. matos qui est dans la boîte et les Exactement. matériaux. Tout à Ouais. fait, tout à fait, en fonction du poids. Et toi, quand tu localises un jeu, tu as ce choix-là ou tu prends le jeu, enfin, toi, est-ce que tu Non. as ton mot Ouais, à non, dire non. ou tu prends dans la façon dont il a été conçu et tu le prends tel quel et tu Non, tu le- non, comme je disais au début, etc., la marge était quand même assez limitée. Enfin, on peut discuter, etc. Mais généralement, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on fait, en tout cas, les éléments qui sont communs, c'est-à-dire les éléments, parce qu'en fait, dans un jeu, il y a les jeux qui sont sans texte, les éléments, pardon, qui sont sans texte, et les jeux qui sont avec du texte. Donc, les jeux qui sont avec du texte, c'est des jeux qui sont localisés, donc propres à la version. Donc là, éventuellement, on peut par exemple me faire des modifications, ça c'est possible. Bon, c'est rare, hein, mais on peut le faire. Et par contre, les éléments qui sont sans texte, généralement, l'éditeur, ce qu'on fait nous par exemple, on va produire par exemple, je sais pas, un plateau où il n'y a pas de texte qui est valable pour toutes les versions dans le Ouais, monde. tu le fais pour tout Et ben on le le fait monde. pour 20 000 exemplaires et voilà. Et donc du coup, c'est même s'il y en a un qui dit ah non moi je voudrais bien changer, ben on va pas changer pour lui, juste effectivement une partie. Donc c'est vrai qu'il y a la marge était quand même assez faible. Ça t'est arrivé de faire produire en dehors de la boîte un élément que tu as fait revenir dans la boîte? C'est-à-dire vraiment de dire non mais ce que vous avez fait là, ça ne nous va pas, on fait le choix d'un autre prestataire pour peut-être, je sais pas, n'importe quoi, une carte ou un machin, et puis de le faire Non. non, c'est... Non, ce qu'on a fait, non, Ouais, non, j'imagine par exemple, trop ce qu'on a fait, complexe, c'est trop sur, complexe, par exemple, Maracaibo, nous, on l'a pas fait faire dans la même usine que l'éditeur d'origine, littéralement. Et c'était pourquoi alors? Pourquoi parce que, pour une question de prix, déjà d'une part, clairement, et puis aussi parce que, pour une question de qualité, j'étais plus sûr de la production, dans l'endroit où je faisais la production de Maracaibo que l'usine d'origine. Voilà. Par contre, il y a pas mal d'éditeurs qui, quand ils printent des trucs, tu sais, assemblent différents éléments parce que l'usine que tu as pris gère pas forcément un truc bien précis. Et ça arrive souvent, d'ailleurs, souvent c'est un élément qui va manquer dans la boîte parfois parce que ça n'a pas été rajouté ou quoi, et t'es là genre. Genre là, c'est A Long History où tu as une planche de punch qui est rajoutée en dehors de la boîte parce que je pense que ça n'a pas été assemblé au bon moment. Et... Mais ça, c'est l'éditeur, c'est pas une erreur fabricant parce que Ça dépend des jeux. Enfin, il y a parfois parfois. l'éditeur, non, on n'a jamais fait ça. hein, Voilà. Bon, après, il y en a peut-être qui font. Je ne Ouais, sais pas. c'est là où c'est assemblé un petit peu D'accord. genre, séparément. Non, mais peut-être. Voilà. On continue à avancer. Deuxième reportage. On a parlé un petit peu du Made in France. On va en reparler puisqu'on est allé voir Offline Édition. Ils sont à Wittelsheim. En petit tips. Ça fait beaucoup de points au Scrabble. Ouais, ça, non et Ouais, hein. petit tips, le SHEIM, on le trouve souvent en Alsace. On dit C'est toujours Scheim et pas C'est Scheim. pas Scheim, Le d'accord. mec qui dit Wittelsheim, on a envie de le. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est le jour où tu reviens. D'accord. Tu reviens, mais tu as connu un peu à Strasbourg, hein, les noms en Scheim. Absolument, trop de lettres. Vraiment beaucoup trop de lettres. Il y en a plein. Et donc, je crois que ça se trouve, j'ai vu un panneau avec 2 lignes de texte pour indiquer une direction. Ça n'existe pas en vrai. Le Niederscheffolsheim. Ça, précisément celui-là. Voilà. Celui-là, il Ouais. est joli. Ouais. Il y a 8 F et 3 M, c'est trop. Ouais. Vraiment, genre.
Et donc, on allait voir Yannick et lui qui fait le choix d'éditer et localiser certains jeux et il fait tout lui-même. Alors, c'est du Made in France, mais en plus, c'est interne. C'est-à-dire qu'il le fait lui-même avec ses propres Ouais, outils. alors là, c'est Et là, c'est encore autre chose. Ouais. Et donc, C'est l'étape d'après, là. Ouais, c'est une étape. il est un peu à part dans le monde du jeu. Mhm. Et il a une histoire assez marrante. Donc voilà, on est allé le rencontrer et on va aller voir un petit peu comment il produit des Kudo à Wittelsheim. Et donc, on se retrouve aujourd'hui à Wittelsheim en Alsace. Je suis avec Noah. Salut Philippe. Salut, il est directeur commercial chez Offline Edition. Merci de nous accueillir. Alors, on va parler un petit peu localisation avec toi, parce que vous avez des choses dans les tuyaux. Mais avant de commencer, quelques mots sur Offline. Vous êtes l'éditeur de Kudo, Ouais. un jeu incroyable signé par Bruno Catala en tant qu'auteur. Quelques mots sur Kudo, ce jeu, parce que je sais qu'il est made in France et moi je trouve ça incroyable d'avoir réussi ce pari. Combien d'exemplaires vendus? 15 000. Incroyable. Parle-nous, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Ouais, donc Kudo, effectivement, le jeu édité et fabriqué entièrement ici, donc dans nos ateliers en Alsace. Le point fort, vraiment, c'est tous les éléments qu'on retrouve. Il y a donc les dés qui sont imprimés ici. Pareil pour les 9 différents jetons du jeu. Donc avec les plaques qu'on vient coller, imprimer ici, découper dans nos machines laser. Et surtout, oui, la piste de dés, donc le produit phare de cette boîte. Qui est aussi imprimé ici, les boutons de pression, le conditionnement, l'emballage, tout est fait ici. Et petit plus sur les pistes de dés, comme tu peux le voir, elles sont numérotées. Ouais, ça, je trouve ça incroyable. C'est que tu as 15 000 pistes de dés totalement différentes avec le design intérieur qui change Tout à chaque fait, fois. avec chaque motif à l'intérieur qui va changer. Donc chaque piste de dés est comme un flocon de neige, elle est entièrement unique. Dingue. Combien d'exemplaires Kudo en un an et demi? Kudo en un an et demi, c'est 15 000 exemplaires. Incroyable. On a fait Made donc à in chaque France. fois des autres 15 000 productions pistes de dés uniques. uniques, 15 000 tout à fait. Donc celle-ci, voilà, là on a la dernière fab, on a le numéro 11 888. Donc voilà, on continue dans les 5 000 dernières la production. Et donc pareil, la piste de dés qu'on va imprimer, l'encre qu'on va transférer dans la piste de dés, imprimer dans la machine juste à côté, presser à haute température, la pose des boutons de pression, la manutention. Kudo, c'est de mémoire 25 € en boutique. C'est 26,90 26,90. prix public, ouais. Comment vous gagnez de l'argent avec tout ce qu'on entend sur Made in France à un jeu, Ouais. soyons francs, piste de dés dedans, le matos il est cool, le jeu est très bon, donc il y a des auteurs derrière, Bruno Catala, j'imagine qu'il n'a pas travaillé gratuitement. C'est sûr. Comment vous faites pour gagner un peu de thunes avec 26,90 et du Made in France? Bah, on est obligé de passer par des bonnes méthodologies. On a bien travaillé au préalable pour avoir des processus de fabrication qui tiennent la route. Mais on arrive, si quand même, en Made in France, à rester rentable avec un jeu entièrement fabriqué dans nos ateliers en Alsace. Je trouve ça incroyable. Un petit mot sur Dragonwood, Ouais. et là c'est de la localisation. Donc c'est un jeu que vous avez choisi de vous localiser. Tout à fait. Donc ça, on vient d'en parler avec Charles Amir et Yoel. Mais ce qui est génial là-dedans, c'est que dans votre localisation, donc vous récupérez le graphisme, vous récupérez le jeu. Enfin, en gros, je ne vais pas dire que vous ne faites pas grand-chose, mais vous récupérez le jeu tel qu'il est. Et par contre, vous avez ça en plus que vous mettez. Donc là, pareil, c'est vous qui faites. Alors là, il n'y a pas le truc unique, hein, je crois que ce n'est pas une piste unique. Elle n'est mais, pas numérotée. voilà. Mais un petit mot sur Dragonwood et ce travail de localisation avec cette petite touche finalement made in France, quoi. Bah, c'est sûr, quand on peut le faire et quand on a des jeux avec des dés, bon, bah, on ne va pas s'en priver, on veut rajouter notre petit élément fabriqué ici. Donc ouais, chaque boîte de jeu, on a décidé de rajouter encore la piste de dés Dragonwood associée, toujours fabriquée ici. Ça rajoute du coup le petit plus que les autres boîtes de jeux dans les autres pays n'ont pas. C'est le petit plus made in France de Offline. Ok. Et dernière question, grâce à tout ça, vous avez un produit, tu me racontais juste avant, en off, avant la caméra, que je trouve incroyable, c'est que vous êtes capable, auprès des boutiques et des professionnels du monde du jeu, de leur offrir des dés personnalisés, des outils premiers joueurs, des tapis 2D, voire des plus grands tapis. On a des tapis Carbone Café qui sont incroyables pour les ordinateurs. Merci. C'est quoi ce produit-service que vous offrez aux boutiques? En plus, je crois que tu n'es pas obligé d'en commander 100 000. Hein. C'est justement la force de notre offre. On est en train de fabriquer ici, donc on peut proposer aux boutiques des dés personnalisés, des tapis de jeu personnalisés sur tous les formats de notre gamme. Et le produit phare, bien sûr, les pistes de dés à l'effigie des boutiques. Donc on peut vraiment imaginer tout et n'importe quoi dans la personnalisation. On est très flexible étant donné que c'est fabriqué ici, donc on n'est pas forcé de faire des grandes productions.
des petites quantités à partir de 60 pièces pour les pistes de dés. C'est tout à fait faisable et c'est ce qui fait notre force pour cette offre. Bravo. Et vive le Made in France. Vive le Made in France. Merci Noah. Mais merci à toi Philippe. Qu'est-ce que vous pensez du Made in France? Qu'on en reparle un petit peu là, cette façon de faire en interne. C'est un peu l'avenir? C'est quelque chose qui peut se développer ou voilà. Alors moi, j'espère que ça se développe et d'ailleurs, si j'avais une autre vie et puis d'autres possibilités, je trouve que l'idée de monter Des usines. exactement Ouais. l'usine de fabrication, et je me dis qu'en France, on a ce qu'il faut. Alors évidemment, les compétences, on les a sûrement. Évidemment, toujours le problème, il est finalement toujours le coût de la main-d'œuvre, etc. Mais je vois pas, il n'y a pas de raison pour laquelle effectivement on n'arrive pas à monter quelque chose qui soit viable à terme. Et je sais qu'il y en a qui sont en train, en tout cas, de petit à petit de monter. Je pense à Ludotopia qui, par exemple, effectivement, commence à proposer des différents services. Moi, en tout cas, c'est toujours une piste que je privilégie si c'est possible. Le problème, il est que vu les jeux qu'on fait, Oui, ça s'arrête tout de Et suite. Quoi, parce que question, mais à quel moment de prix, quel est l'écart de prix qui paraît acceptable? Est-ce que 10-20% plus cher, pour toi, c'est acceptable? Pas acceptable? Enfin, est-ce qu'il y a un gap où il faut que ça soit le prix? Enfin, Je pense que c'est simple. On a eu un exemple là, c'est avec Biotop, oui, en jeu français, ouais, tout à fait. qui était full produit en Ouais. France, machin et tout, qui du coup était relativement cher par rapport au prix standard du marché. Et je pense que ça l'a pas fait, hein, parce Ça que n'a pas aidé au niveau des ventes. ouais, vraiment, enfin, pour le Alors, Pour le jeu le est très presse. bon, il paraît. oui, Ouais, le bon jeu, je crois. J'ai pas D'ailleurs, joué, je veux bien demander aux gens qui voient la vidéo en commentaire, est-ce que vous payez, vous êtes prêt à payer et combien un jeu made in France? Voilà, est-ce que 5 euros de plus c'est acceptable? Est-ce que 10 euros de plus c'est acceptable? Et comme tu disais, moi j'ai envie de te dire oui. Bah, Mais oui. est-ce que c'est un vrai oui réel Oui, quand je suis devant est-ce la qu'il y a acte boutique? d'achat pour de vrai? Voilà, est-ce c'est ça. est-ce qu'on se ment pas un petit peu à nous-mêmes? Mais Parce que quand on voit qu'effectivement, maintenant, un jeu, 55 ou 60 euros, ça peut avoir une différence, effectivement, dans les ventes. Donc, on voit que quand même, il y a ce petit décalage. Alors, donc, effectivement, je pense que... je connais pas la réponse. En tout cas, moi, en tant qu'éditeur, si effectivement, si en France, si le prix de fabrication était genre 10% plus cher, Tu tentes le coup quand même? Ah bah oui, je le ferai sans problème, évidemment. Mais sauf que de toute façon, le problème de base, c'est qu'on ne sait pas faire. Donc ça, c'est le problème. Pour l'instant, on peut pas. Voilà. Mais si on vraiment pouvait, en tout cas, clairement, j'envisagerais ça, bien sûr. Après, moi, je dis souvent que les seuls jeux qui sont trop chers, c'est les jeux auxquels tu joues pas. Et Oui, non, mais effectivement, tu as raison. ça, ouais. moi, c'est un truc que je dis souvent en Rapporté boutique. Pour moi, même un jeu vendeur. à 10 balles, si j'y joue pas, c'est 10 balles de perdu. Tu vois, Tout à fait. genre, en revanche, mon brass, il coûte 20 euros de plus. Mm. Voilà. Vraiment, je pense que ce qui va se passer en boutique, si jamais les prix augmentent encore, parce que là, les prix ont quand même beaucoup augmenté récemment, c'est qu'on va arriver à un stade où les gens vont forcément plus sélectionner leur jeu. Ne peut plus te permettre de dire, je prends cette boîte pour voir, ça pour voir, machin, et tout ce qui est pile de la honte, qui est un enfer. Je te vois. Je pense que les gens vont être plus sélectifs, tu vois. Et du coup, peut-être acheter des jeux auxquels ils comptent vraiment jouer. Et je me dis que peut-être ça permettra aussi de filtrer un peu par qualité. En mode, t'as pas mal d'éditeurs qui bossent un peu en mode, on sème 20 000 jeux dans le mois et on espère qu'il y en a un ou deux qui marchent. Peut-être que ce sera plus viable parce que. il n'y a pas un peu trop de jeux? Évidemment que si. Je crois qu'on est sur 1800 sorties cette année, enfin l'année précédente. Et à mon sens, t'en as genre 1300 qui vont être oubliés dans le mois où ils sortent. Parce qu'aujourd'hui, un jeu qui sort en boutique, il a quoi, 2 semaines pour sortir une place? Sinon, il dégage. Enfin, c'est terrible. Le rythme est effréné. Et sur les pareils, tu en as encore 300 autres qui vont être oubliés l'année de leur sortie. Et au final, qu'est-ce qui va marquer l'année pour de vrai? Tu as peut-être 50, 60 titres. Et peut-être 20 qui vont rester en rythme. Parce qu'aujourd'hui, la place étant limitée, un jeu qui rentre en boutique, c'est un autre jeu qui sort. Il n'y a plus d'autres solutions. Tu ne peux pas pousser les murs à l'infini. Ben, on va arriver au stade où aujourd'hui, tu as des jeux qui sont plus assez bons qui sortent, et tu es là, genre, ben, je vais pas le prendre parce que j'ai un truc qui fait pareil, qui fait mieux, que je préfère vendre, et ben du coup, ta nouveauté, elle rentre pas. Et à un moment donné, ça rentre pas une fois, 2 fois, 3 fois, il y a des jeux qui vont avoir du mal. Et du coup, les éditeurs qui sont avec aussi. Donc, va falloir faire. Je sais pas. Je sais pas comment ça va pouvoir se passer. Peut-être mieux renseigner les boutiques à ce niveau-là pour qu'elles aient plus d'infos pour prendre leurs décisions. Peut-être plus de tests, plus de. Voilà, on réfléchit à la question de notre côté sur Force Player, mais voilà. Toi, sur ce nombre finalement de sorties en France, moi, en tant qu'éditeur, tu es concerné. C'est quoi ton avis, ton rapport à ça?
À mon avis, on sort dans une course. C'est une sorte de course effrénée vers le problème, il est qu'il faudrait qu'il y ait une sorte de consensus global de tous les éditeurs qui se disent voilà, on se fixe ça. Mais on sait très bien que ce n'est pas possible. Bah en fait, Donc, tu as un partant dilemme. de là, Du quota. Non, mais en fait, tu as littéralement le dilemme du prisonnier. C'est ni plus ni moins. Il faudrait que tout le monde accepte de ça, collaborer. exactement. Ça n'arrivera pas. On sait que ça n'arrivera pas. Donc, partons de là. Si ça n'arrive pas, donc effectivement, chacun, après, on Espèce est de on est course. dans le mercenaire, donc effectivement, chacun essaie de faire, essaie de faire au mieux de son côté. Alors, il y a quand même, nous, en tout cas, on est sur à peu près une douzaine en moyenne de sorties par an, de 2 à nous et 10 en localisation, en gros, hein, sans parler des extensions et tout ça. Bon, c'est déjà beaucoup, hein. C'est déjà beaucoup, ça fait quand même un par mois, c'est quand même c'est non négligeable. En fait, il faut aussi voir que il y a des éditeurs qui peuvent se permettre de faire moins de sorties, parce que c'est des éditeurs qui sortent des énormes blockbusters, par exemple, qui leur permettent d'avoir une sorte de socle, Ouais, un long seller. mais long seller massif, quoi, un truc qui effectivement, je ne vais pas citer des noms, mais effectivement, Skyjo. Codename, Skyjo, Non, mais, des jeux qui se vendent. Exactement. Ça fait un plusieurs socle, années. ce qui fait que ça donne certains conforts, ce qui fait qu'on n'est pas obligé, on se sent pas obligé de sortir régulièrement des nouveautés. Par exemple, tu prends Day of Wonder là, qui ont sorti pendant 3-4 ans avant Hit, 3-4 jeux quand même très moyens, et qui auraient coulé à peu près de n'importe quel éditeur, sauf que tu as l'Aventurier du Rail, bien sûr. et tu es tranquille. Enfin, je vais pas dire que tu risques rien parce que c'est pas vrai, mais tu as un truc qui va se vendre. Le Legacy, c'est une belle édition. Le Legacy, Un peu cher, mais. Mais voilà, mais genre là, tu as eu genre pas mal de jeux à la suite où vraiment ils se sont un peu plantés, des off, parce que pendant longtemps c'était vraiment à chaque fois la bonne sortie tous les ans, et quand tu sors que 1 ou 2 jeux par an, si tu te plantes, c'est compliqué. Bien sûr. Bah quand t'es des off et que t'as Small World en backup, les Aventuriers du Rail, le problème tu le prends un peu plus sereinement. Non, c'est pour donc ça tu peux te permettre. Exactement. Donc c'est vrai que ce qui est étonnant, c'est que après quand on discute, alors tout le monde dit il y a trop de jeux, et les boutiques d'ailleurs nous disent il y a trop de jeux. Le problème il est que quand on regarde les chiffres de vente, en fait si on sort pas de nouveautés, on peut en fait se retrouver avec des jeux qui se vendent pas sur des fonds de catalogue. Si on n'a pas d'énormes blockbusters, voilà, en fait c'est compliqué de survivre si on n'a pas effectivement un afflux des nouveautés qui viennent régulièrement. Alors je pense que c'est une question de mesure simplement. C'est vrai que là on est arrivé dans un extrême qui fait qu'effectivement le marché est inondé. Encore une fois, il ne s'agit pas de façon de réguler en disant les éditeurs. De toute façon, tu peux pas réguler. Non, de toute façon, c'est pas possible. Bon, encore une fois, qui joue la police? Exactement. Les joueurs en fait. Pas là. Donc, exactement. Donc il faut essayer, trouver, essayer de consolider ce socle, ces long sellers. Nous, c'est ce qu'on essaye de faire effectivement, mais c'est particulièrement difficile dans le monde d'ailleurs du jeu expert, des long sellers, parce que le long seller, c'est quelque chose qui est beaucoup plus orienté pour les jeux familiaux. Parce que le long seller, par définition, il faut qu'il y ait un public qui soit tellement grand que ça peut continuer. Là, on entend des chiffres, on regarde du Azul, du Skyjo, etc. Ça continue à se vendre. Et de Monopoly, ça continue à se vendre. On dit effectivement, donc on se dit, mais qui achète encore ça? Donc, mais simplement parce que en fait, la masse de population est énorme. Un Voidfall, moi je veux bien, mais Voidfall, le problème c'est que la niche de personnes qui achètent de Voidfall, elle est là. Elle est limitée. On a 30% de la... Elle est limitée, elle est là, et puis effectivement, du coup, voilà, une fois qu'on a vendu aux personnes qui peuvent acheter ça, c'est terminé. Et même en boutique, Voidfall, moi je le prends pas. Parce que je considère que soit les gens l'ont déjà pris sur Kickstarter, en VO, ou sur votre GameFound, machin et tout. Allez, je vais peut-être en avoir un en rayon qui va rester là au cas où. Mais et si je le vends, c'est occasionnel. Enfin, c'est ça. Aujourd'hui, en boutique, tu vends très peu de jeux experts en boutique. C'est vraiment malheureusement, et pourtant c'est ce que j'adore vendre. Genre même Projet Gaïa, j'en ai eu parfois au mieux peut-être 3 en stock en même temps. Et Dieu sait que j'aime le jeu, que j'adore le vendre, mais parce que les gens l'ont déjà et ta cible n'est pas infinie. Enfin, pour le coup, tu as un plafond de verre qui est réel. Tu peux pas aller le chercher beaucoup plus loin. D'ailleurs, pour ça que je pense que si tu fais de l'expert, et d'ailleurs, il y a quasiment aucun jeu expert, je dis quasiment parce qu'il y a Doggerland, machin, mais qui sont faits par des Français. Parce que le marché est trop petit. Quasiment tous les jeux experts viennent de l'import parce que tu as de l'anglais, ta cible est un peu plus grande et que tu peux espérer. Un jeu expert full français, aujourd'hui, c'est compliqué, je pense. Non, mais c'est effectivement, on sait... Un peu de Yellow expert, mais est-ce que c'est vraiment expert? Mais Yellow expert, c'est pas vraiment expert. Et puis surtout, c'est la loca. Tu vois, c'est pas des jeux à eux. T'as raison. Enfin, pardon, il y a Ancien Knowledge, je suis méchant. Et ils l'ont signé parce que je pense que le jeu, effectivement c'est le cas,
a un potentiel d'export important. Mm. Si tu fais sans export possible, Ah, bien sûr, bien sûr. c'est- Non, mais l'édition, c'est vrai que. tu en cherches tout cas, on l'export. parlait de Ouais, localisation. tu cherches c'est vrai que l'export. L'édition, enfin, nous, quand on édite un jeu, c'est effectivement, le marché français, c'est un marché parmi d'autres. Et l'intérêt, c'est évidemment de vendre la licence, de vendre partout dans le monde. Mais clairement, effectivement, sur le jeu expert, on est effectivement sur un pool extrêmement limité, quoi. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué, et ce qui explique aussi pourquoi, hein, effectivement, peu d'éditeurs font finalement du jeu expert, parce que le jeu public, encore une fois, on voit, hein, l'espèce de source infinie, quoi. Monopoly continue à se vendre à des quantités. Le Monopoly, quoi. On parle d'un jeu qui a effectivement trop de temps. des dizaines d'années, etc. Donc il y a toujours des gens qui l'achètent. Donc c'est Il y a un Monopoly Mulhouse. Ah, bah, remarque, Kelvin n'est pas dans le Monopoly. Oui. Je Non, c'est pose vrai, la oui. question. Mais bon. Mais quel thème n'est pas dans Monopoly tout Quel court, même thème, pas les villes. Avant d'enchaîner avec la dernière partie, on parlera un petit peu succès, échec. On va essayer un peu d'énumérer ce qui a marché, pas marché. J'ai un petit jeu pour toi. Combien Noël. J'ai réussi à trouver 4 jetons premier player, enfin first player, premier joueur. Ok, très bien. Alors, je te donne le truc, c'est 4 jeux de 2023. Ouais, D'accord. ok. Donc comme ça t'évite d'aller fouiller trop dans ta mémoire. Pourquoi Il y en a qui 4. n'existe pas. Je les remettrai au pire. Il y en a en déjà photo. 2 que j'ai de manière sûre. Bon, c'est pas mal. Je te laisse les prendre en main, Ok. peut-être les montrer à la caméra, Alors. et je t'invite à essayer de les deviner. Celui-là, il est facile, normalement. Ça, c'est facile. facile. Ça, c'est Planet Il est Unknown. facile. Et tu sais pourquoi il est facile? Parce qu'il était hors de la boîte. Voilà. Parce qu'il n'est pas arrivé dans la boîte, il est arrivé en dehors de la boîte. C'était assez drôle. Donc voilà, Planet Unknown, ça c'est facile. Ça, je vais me baser juste sur l'icône. Mm. C'est Darwin Journée. Ouais, alors Parce que je reconnais l'icône de la pièce. c'est exactement ça. Voilà. Et petite anecdote, c'est que pour 2 joueurs. C'est-à-dire qu'à 2 joueurs, tu as un jeton au premier de la manche. Alors, j'ai pas joué à c'est 2. pour ça. J'ai que joué à 3 et 4. Donc, j'ai pas je l'ai pas utilisé, joué à 2, c'est mais pour ça que je c'est un connais jeton. peut-être. Ça, qu'est-ce que ça peut être? Ça me dit tellement rien. Ice Penguin, non. Ouais, c'est ça. T'as vu ma ludothèque avant et j'ai pas forcément. Ouais, Est-ce que je cherchais le qu'est-ce terme, que ça peut être ça? Est-ce que c'est pas un truc du genre Endless Winter, un truc comme ça? Non, que j'ai pas aimé moi. Bah moi non plus. C'est pour ça que le pion me revenait pas. Genre... Non, mais par contre, alors je te donne un indice. Vas-y. On en a parlé pendant l'émission. Ah, De t'es ce dur, jeu. t'es dur. On a parlé de 400 jeux, mec. Et plusieurs fois. On l'a nommé plusieurs fois. C'est pas Voidfall, c'est sûr. Hein. Non. Ça, c'est pas un jeu Super Meeple. C'est pas un jeu Super C'est pas Meeple. du Super Ça fait Meeple. mentir. C'est pas du Super Meeple. Est-ce que vous connaissez ce pingouin? Parce que moi, enfin ce pingouin, ce truc. Qu'est-ce que c'est ça? Tu sais du coup, C'est un jeu de cartes avec une timeline. c'est vraiment Ancient Knowledge? Ouais. C'est le nom C'est les jeux, Sérieusement? c'est les jetons Ah bon premier joueur. Ouais. Je me souviens pas du tout. Et ben je crois que je l'ai jamais dépunché. Parce que vraiment il sert à rien, c'est ton premier joueur. On s'en bat Est-ce les que ça sert vraiment à quelque chose un jeton c'est quoi, premier joueur d'ailleurs, je sais pas. C'est ça, tu vois pas ce que c'est vraiment. Tu reconnais pas l'animal. Très connu, Le le pingouin de la plague. C'est le jeton premier joueur. D'accord, c'est amusant. Et ben sachez-le qu'on ne le sait pas du coup, parce que vraiment, visuellement, pas d'indication. Et le dernier, Lui, ça c'est un de mes coups de cœur de l'année. Lui, ce qui me saoule, c'est que je l'ai eu en main, déjà. Et pas que maintenant, évidemment, sinon la phrase n'a pas de sens. Attends. Tes coups de cœur de l'année, qu'est-ce que t'as aimé toi cette année? Putain, je sais plus. On en a un tout petit peu parlé aussi en début d'émission, rapidement. On l'a cité le jeu. Mais ça me Bon, saoule c'est un parce jeu que, 2023, donc. parce que je connais le... C'est. On s'est mis rien. Tu vois, si je devais. Alors, je vais pas m'amuser Les à traces créer de des Darwin? prix. Non, Non? Non. Ok. non. On est dans Quel une jeu thématique pour qui n'est pas si éloignée que ça. Voilà. Et Merci. c'est pour moi peut-être une des plus belles éditions de jeux de l'année. Je trouve que le travail qui a été fait par cet éditeur sur ce jeu-là est vraiment incroyable. Et c'est Silex. Ah, c'est Discordia? Non. Ah, mais putain, je suis con, c'est un Amalfi en plus. Mais je suis vraiment un débile. Ah, c'est vrai aussi. Ah, C'est pour ça que je l'ai en main, Renaissance. le pion jaune. J'ai Ouais. fait 10 parties du jeu, je suis un scandale. Et je leur fais un petit coucou, je ne connais pas. Pierre, mais je trouve ils- qu'ils ont vraiment bien bossé sur. Pierre sur- et Flo sur sont des gens Amalfi, absolument adorables, donc bisous les copains. Voilà. Et évidemment que c'est Amalfi. Bon, allez, Je vais me faire appeler Arthur. 2 sur 4. 2 sur 4, c'est ok, c'est correct. 2,5 Et sur Ancienne 4, Knowledge, c'est vraiment, pas je mal. plaide non coupable. Parce que, Ouais, j'avoue. Ouais, que, ce pion. En plus, j'y jouais il n'y a pas si longtemps que ça. moi, ouais, et- tu ne vois pas le pion, je sais pas du il tout. n'arrive pas. Non, non, faites pas ça. Mais comme tu dis, c'est vrai que les jetons de premier joueur, bon, c'est pas comme si c'était. Non, c'est rare les jeux où il y a un vrai, Un vrai intérêt, ouais, il y un a vrai un vrai. intérêt. Pour un mécanique. Non, non, oui. Premier joueur, c'est nul comme nom en plus, pas de sens. Dernière partie.
et avant la conclusion, dans toutes tes localisations, mais la question va pour toi aussi de façon plus globale avec tous les éditeurs que tu connais, c'est quoi les jeux qui ont cartonné dernièrement, et notamment chez Super Meeple, et si tu as quand même des exemples d'échecs aussi, et pourquoi? Oui, malheureusement j'en ai. Mais aussi des succès. On a les noms, on a les noms. Ouais. Moi, Ark Nova, j'aimerais bien que tu me racontes un peu quand tu reçois les jeux pour la première fois, quand tu joues pour la première fois. Le jeu existe déjà ou c'est encore un proto? Parce que moi c'est un de mes jeux préférés. Ouais, Hein. ouais. C'est, Non, alors, sur les dernières années, moi, Ark Nova, c'est ma claque ludique. Non, Ark Nova, pour le coup, C'est quoi l'histoire, ouais. depuis très longtemps. De l'époque des tests De Furland. de Furland, effectivement, où je discutais avec Franck, le patron de Furland. Et il me disait, wow, les tests, etc. Jamais il n'y a eu autant d'engouement autour d'un jeu, même Projet Gaia, qui a été leur plus gros succès derrière. Autour d'un jeu, tu verras, c'est génial, etc. Et ça date de, je sais pas, 3 ans au moins, je dirais un truc comme ça, au moins, je sais plus. Donc on avait discuté un petit peu, il m'avait un petit peu parlé du jeu. Voilà, donc ce jeu-là, en fait, c'était assez prévisible. On sentait que le jeu, en tout cas, effectivement, allait être un gros carton. Sans doute pas au point qu'il l'a été, hein, mais en tout cas. C'est un vrai succès alors. Enfin, Oui, pour moi, c'est un succès de jeu parce que le jeu Même est top. commercialement, c'est une Mais anomalie. commercialement, ouais, ça. Non, c'est pareil. Non, Bah, Pardon, vas-y. J'ai dit c'est presque une anomalie même parce que tu es sur du jeu expert, très clairement, et tu as plein de gens qui ne jouent pas à ça en principe, qui ont franchi le cap parce que le buzz, parce que la thématique. Bon, du coup, tu vois, parce que tu as plein de questions qui reviennent sur les réseaux où tu es là, genre, ah, ça se voit que vous n'êtes pas joueur habitué parce que c'est dans la règle, c'est marqué, les gens font pas l'effort, mais parce qu'ils connaissent pas. Tu vois, on a plein de gens qui ont dit, ouais, non, j'ai habituellement aventurier du rail, on a pris Ark Nova, est-ce que c'est bien? Et tu es là, genre, ah, ça va te faire tout drôle par contre en termes de décalage. Mais oui, en fait, on est vraiment sur une anomalie. En termes de vente, clairement, c'est improbable. Le jeu est très bien, mais je pense que le nombre de ventes est décorrélé quasiment aussi des qualités du jeu, parce que des jeux très bien, il y en a plein. Mais là, les ventes ont explosé parce que la thématique a beaucoup aidé, je pense. C'est combien d'Ark Nova en France? En France, on doit être à 25, je pense à peu près, 25 000. Ce qui est, enfin, alors effectivement, c'est vraiment, enfin, il faut avoir en tête, hein, c'est exceptionnel. Un jeu comme ça, expert. Oui. Derrière, pour nous, hein, en France, le plus gros jeu, ça va être Maracaibo, je crois, ou c'est le tiers. Et sachant que Maracaibo, ouais. on va dire, il est sur la fin, il a fini sa vie, pour être malheureusement. Et on peut le dire. Il n'y a pas une sortie bientôt? Ah oui, Pirate, mais ça c'est autre chose. Pirate de Maracaibo. Mais en fait, c'est un autre jeu. D'accord. C'est un jeu vraiment différent. Simplement, ça se passe dans le même thème, mais c'est pas une extension de quoi que ce soit, c'est un autre jeu. Mais voilà, donc là, on voit quand même, effectivement, là, on parle de 25 000 en un an. 2 ans, ouais, 2 ans. Un an et demi, 2 ans. Avril, ouais, donc ça fait quasiment 2 ans. Ouais, c'est ça. Et quand tu t'engages, et c'est pas, quand tu signes la première fois, tu prends combien de boîtes? 5 000, 10 000? Ouais, le premier, on a dû faire 5 000 peut-être. Ouais, donc tu passes de 5 à 25. Ouais, c'est... ouais. Mais 5 000, mais sur un premier tirage d'un jeu expert, 5 000, c'est déjà exceptionnel. Beaucoup. Ouais, c'est déjà énorme. C'est vraiment exceptionnel. C'est quoi le tirage moyen normalement? Actuellement, maintenant, on tourne autour de 1500-2000 sur un jeu expert. Hein. Mais en dessous de 1500, c'est pas intéressant. Il y a trop de travail, parce que, enfin, de traduction, d'engagement financier, etc. Pour un résultat que, enfin voilà, c'est pas intéressant financièrement de toute façon. Alors sauf si le jeu on l'adore, etc. On le fera quand même, mais c'est vrai que c'est pas hyper intéressant. Mais de toute façon, la plupart des jeux, faut bien se dire, la plupart des jeux qu'on sort en expert, financièrement, c'est pas fou. Hein. C'est pas fou, on le fait parce qu'encore une fois, on aime ça. C'est un jeu qu'on veut absolument sortir. Philippe et moi, on y a joué, on a trouvé ça génial. On sait, le dernier en date, Plantanubo. Voilà, Plantanubo, effectivement. Plantanubo, c'est un super jeu. Mais on sait que le jeu, voilà, oui, on va le vendre. On va le vendre peut-être en 1500 pièces et puis ça sera terminé. Parce qu'il est limité, parce qu'on pense pas que le jeu va effectivement. Mais les jeux qui vont faire comme Ark Nova, encore une fois, c'est une fois tous les. Le dernier, on parle de Terraforming Mars, qui date de 2018, je crois. 7, ouais, je crois. Quelque chose comme ça. 5 ans, tous les 5 ans, ouais, c'est ça. Donc 5 ans, ça c'est exceptionnel. Voilà. En France, on sait combien un Terraforming Mars est vendu quand même? Beaucoup trop. 50 000 au moins, non? Ouais, je crois que c'est à peu près ça, oui. C'est ça. Et encore, bon, et surtout, il se vend toujours aujourd'hui. Il se vend toujours, et en plus de ça, il y a eu pas mal d'extensions. D'extensions, mais je veux dire aussi de périodes où il a été en stock, etc. Peut-être que potentiellement, il aurait pu être vendu beaucoup plus. Et effectivement, c'est pas terminé. Mais des jeux comme ça, c'est une fois, comme ça arrive. Mais tous les autres,
tous les jeux experts dont on te parlait, aussi bons soient-ils, tous les titres Oui, confondus, etc. ça marche à la Ce sortie n'est et rien après. à côté de Ark Nova. Vraiment, c'est ça, je suis. Mais voilà, c'est le. Et Des donc, fois, il faut un peu. Hein. Ouais, alors ouais. Ça peut pas toujours Non, que c'est mal. sûr, Voilà. c'est sûr. Alors, il se trouve que moi, on a la chance que ça soit nous, Ark Nova. Voilà, à côté de ça, effectivement, on a plein de jeux. Enfin, on a plein de jeux. On a plein de jeux qui ont fait des fours, quoi. Mais dont certains des fours absolument énormes. Donc, alors, un exemple qui est pour moi celui qui est le plus Magnastorm. Magnastorm, c'est vrai que ça, c'est le pire four de notre histoire. Magnastorm. C'est un jeu de Feuerland, d'ailleurs. Et c'est par l'auteur de Projet Gaïa en plus. Non, l'auteur de La Familia. Ah oui, ça va, ça va. Je connais même pas. Le jeu est très chouette en plus. Le jeu est très bien, mais c'était vraiment un fou, mais absolument monumental. Ça me dit rien. Mais voilà, j'imagine. Mais celui-ci, bon, mais le pire, le plus crève-cœur pour moi, effectivement, ça reste Sky Mines. Ouais. Parce que Sky Mines, pour moi, c'est un des meilleurs, dans le top 10 des meilleurs jeux euro des 5 dernières années, sans problème. Pour moi, c'est absolument le meilleur Fister, etc. Mais c'est une catastrophe en termes de vente. Alors, le thème, il est pourri. Enfin, je le dis, mais c'est vrai que moi, j'aime pas trop les thèmes un peu spatiaux, etc. Bon, le thème, il n'est pas terrible. Non plus. Moi, j'avais mon Bassa. Je déteste ça. Ouais. Moi, je joue à Projet Gaïa malgré le c'est thème. vrai, moi, c'est Moi, pareil. c'est malgré le thème, vraiment. Ouais, c'est la raison aussi pour laquelle je préfère Terra Mystica, c'est aussi une question de thème. Mais bon, mais effectivement, Sky Mines, on avait pris un pari quand même. C'est quand même un Fister déjà. On parlait tout à l'heure des auteurs. Le bankable, un peu, ouais. Fister, ça reste quand même un auteur. C'est quand même dans le haut du panier de tous les auteurs. Donc c'est quand même le jeu est absolument brillantissime. Mais disons que d'un point de vue en plus purement mécanique, Skymine est mieux que Mombasa. D'un point de vue quelques petits trucs. D'un point de vue purement mécanique, je préfère. Par contre, oui, le thème est vraiment très mauvais. Mais le jeu est tellement bon. Et voilà, c'est pas bon. Ça marche pas. Mais c'est pas que le thème qui fait que ça marche pas. Enfin, déjà le fait que beaucoup de gens aient déjà Mombasa, déjà aussi. Ouais. Non mais déjà, encore une fois, c'est difficile de vendre un jeu expert. Ça c'est sûr. On en revient toujours à ce problème. Ça c'est certain. Après, effectivement, il y en a certains comme Boon Lake, je prends un autre exemple, un autre Fister qui a pas très bien marché. Mieux que Sky Mines, mais enfin qui a pas très bien marché. Je pense citer un autre Imperial Steam. Bon, Imperial Steam c'est particulier. Alors, toi t'aimes pas, je crois, hein, ça. Moi, je fais punitif, c'est ça. Ah oui, j'ai pas joué, mais oui, c'est assez punitif. Enfin, bon, le jeu t'apprend l'humilité. Hein. Ouais, si vraiment, c'est vrai. Voilà, genre je vais. Ouais. Mais enfin, moi j'aime beaucoup encore une fois. Mais bon, après, c'est vrai que c'est particulier, c'est de niche. Mais le jeu, alors on reprend l'histoire des prix. Hein. Il finit troisième, deuxième. Il est quand même sur le podium à la fois de l'EGA et à la fois du Diamant d'Or. C'est d'ailleurs le seul jeu avec Ark Nova et encore même pas Ark Nova. Si, Ark Nova a gagné les deux. Aussi, il a gagné les deux. Il a gagné les deux, c'est ça. En tout cas, Imperial Steam était le seul à être sur le podium des deux. Imperial Steam, c'est une catastrophe au niveau des ventes. Donc c'est quoi, 1500 tirages et puis 500 ventes, c'est ça? Ah non, c'est pire. Non, j'ai dû en faire plus que ça. À l'époque, en fait, le problème. Alors, je suis pas le seul éditeur. Hein. Pendant la période du Covid, il y a eu un nombre de ventes qui a été, on va dire, assez élevé, plus que d'habitude. Les gens devaient se parler. Ce qui a engendré une sorte d'euphorie chez les éditeurs, en tout cas chez nous, qui a fait que nous avons produit un peu trop d'exemplaires de certains jeux, notamment de Skyman, etc. Donc là, on a une période de jeu où on s'est un peu emballé. Et puis en fait, ça a redescendu, c'est redescendu. Et donc là, on s'est retrouvé avec effectivement un nombre de jeux sur les bras. Et Imperial Steam, je crois qu'on a dû en faire 3000, je pense. Et on a dû en vendre peut-être 1500. Puis là, c'est mort, le jeu était complètement mort. Et voilà. Et alors, autant Imperial Steam, je suis moins surpris qu'un Sky Mines parce que c'est beaucoup plus de niche et quand même très particulier. Sky Mines, malgré le thème qui est effectivement très très discutable, le jeu reste absolument génial. Question bête, tu fais quoi des boîtes qui restent comme ça? Est-ce que tu te dis là pour l'instant je paye pour du stock. Mais c'est ça, mais la question, est-ce que parfois c'est pas plus tard de dire genre on arrête les frais, on met au pilon et tant pis quoi? Ouais, mais alors c'est dur de s'y résoudre, je pense. Non mais c'est une bonne question. En fait, ce qui se passe, c'est que psychologiquement déjà, moi j'attends un moment. Je sais pas, genre au bout de 3 mois. Alors que je sais pertinemment que entre le 3e mois et le 4e mois, il n'y aura aucune différence en termes de vente. C'est que j'ai vendu 10 Imperial Steam au mois M+3 de sa sortie. J'en vendrai 10 le mois M+4 dans le meilleur des cas. Je le sais ça. Pourtant psychologiquement, c'est simplement que je peux me dire, je peux quand même pas déstocker un jeu qu'on vient de sortir à 3 mois. C'est un peu contre. Je trouve que c'est difficile. Donc j'attends un peu. J'attends. Alors, j'attends même pas de miracle parce que je sais que ça n'arrivera pas. Le jeu, quand un jeu est mort, il est mort. Et j'attends. Et au bout d'un certain temps, effectivement,
on l'a mis en déstockage, par exemple, enfin pas en déstockage, en SkyMines, on a fait des promos à droite à gauche, et au bout d'un moment, en fait, on va le vendre en déstockage, effectivement, à un Philibert, je sais pas trop qui, tant pis, quoi, et voilà, donc on va perdre de l'argent. Mais voilà, bon, c'est le jeu, c'est comme ça, mais voilà. Ok. Donc du coup voilà, il y a des jeux qui marchent bien. Hein. Doggerland, on est très content de ce qui s'est passé en France, on est très content de l'export, etc. Mais ça reste encore une fois tout ça quand je dis très content, hein, c'est toujours par de pour de l'expert. Exactement. Ça n'a rien à voir avec Arctoma. Age of Innovation, la Familia, tout ça, on est sur la fin là par exemple de l'année, on est très content de ce qui s'est passé parce que je pense qu'on avait bien calibré les volumes. On a tout vendu à peu près. On n'a pas été, l'euphorie était redescendue, donc on était beaucoup plus. Tout le monde s'est calmé. On était beaucoup plus humble sur le succès attendu, etc. C'est vendu. On reprintera peut-être certains d'entre eux, mais voilà. Mais du coup, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce qu'à un moment donné, le jeu expert n'a pas vocation à terme, à faire des tirages uniques de genre, voilà, on en fait 2000 ou 3000, un peu plus du coup, mais par contre, c'est unique. Voilà, c'est cela. Il n'y a pas de réédition, il n'y a pas de. Parce qu'effectivement, en vrai, t'en vends 1005, c'est très bien. Si tu reprintes, c'est combien? C'est au moins 1000. Est-ce que tu as les 1000 pour les revendre derrière? Bien sûr. Tu vois, ton plafond de verre est quand même pas très élevé. Et à un moment donné, si tu reprintes, c'est ce qui s'est passé à l'époque pour Black Angel. Où le jeu est cool, tu vois, ils vendent tout très vite. Ils font un reprint de 3-4 000 boîtes, sauf que t'as plus les gens pour le vendre. Et tu te retrouves avec un jeu qui est cool, mais qui est déstocké partout parce que ils savent plus quoi foutre des boîtes, tu vois. Et je pense que le reprint sur un jeu expert est ultra dur à calibrer. Ah, ça c'est sûr. Parce que c'est sûr, et ça on s'est déjà planté dessus. Voilà, je pense que vraiment c'est chaud. Parce qu'en vrai, d'ailleurs, ça pourrait être un sujet de marketplace sur effectivement tout le principe des volumes, etc. Comment calculer, ce que les boutiques prennent aussi, David, qu'on a rencontré avant, on est passé le voir à Fairplay à Mulhouse, me dit que sur l'expert, il pense de plus en plus, alors, pas l'ensemble, mais c'est ce qu'il me disait à l'oral, c'est qu'à un moment donné, de passer quasiment exclusivement par de la précommande. Oui, Parce que compliqué pour lui de s'engager sur 1, 2, 3 ou 6 exemplaires. Et que peut-être demain, l'expert, c'est voilà, il y a ça qui sort, ceux qui le veulent, vous le précommandez. Perso, en boutique, nous, c'est l'expert, tu as parfois un jeu que tu as en x1, tu mets sur une tranche un de ces 4 là-haut qui est caché, mais il n'y a pas de genre j'en prends 12 pour avoir le plus 1, ça n'existe pas. Enfin, c'est trop compliqué. Et en plus, on l'a dit au début d'émission, mais sur l'expert, il y a beaucoup de joueurs qui vont le prendre en VO avant. Je repense à l'anecdote, mais ça m'a fait sourire. J'étais venu te voir à Paris là, un peu avant les fêtes, et donc ta boutique où tu bosses en ce moment. Beaucoup de jeux. Trop de jeux, trop. Moi, je suis pour qu'on brûle de faire des jeux qui existent vraiment, genre. Et à un moment donné, et souvent un exemplaire unique. Souvent, et à un moment donné, je vois 4 ou 5 Eleven. Le jeu de foot, moi, je suis un peu sportif, donc il y a même chose. Mais le jeu, le jeu est pas bon, hein. Enfin, c'est pas mauvais, mais c'est pas bon non plus. En tout cas, pour ce que c'est, les règles, les machins, bref. Et il m'a dit, genre, qu'est-ce que je vais en faire? Rien. Je me rappelle de ça, putain, les 5 boîtes. Qu'est-ce que je vais en faire? Mais je vais en faire absolument. Alors, peut-être que la thématique attire les gens, mais c'est vrai que. Non, vraiment, pour moi, genre, ils se vendront jamais. Au mieux, tu les donnes à des gens pour faire des cale-portes, et ça s'arrêtera là, parce que tu ne peux pas vendre ce produit. Déjà, encore une fois, c'était un Kickstarter avant aussi, donc pareil, ceux qui veulent l'avoir l'ont déjà pris, ils sont renseignés, machin et tout. Sur les boîtes, c'était avant que j'arrive, mais effectivement, dans la vraie vie, jamais tu prends ça. Et puis, en termes de localisation, tu as aussi des problèmes où c'est parfois genre, je pense notamment à, c'était quoi, Pacte avec le diable, par exemple, où le jeu a des critiques au moment de la sortie VO qui sont assassines, parce que le jeu marche pas. Au moment où Yellow doit le faire en VF, je pense qu'ils le font, mais la mort dans l'âme. Parce qu'ils savent que le jeu, il est mort d'office. Et je sais pas s'ils ont un partenariat qui les oblige à faire tous ces GE parce que ils ont déjà Codename et tout, mais pour moi, au moment où tu tires ce jeu, je pense que tu es là, genre, il faut le faire, tant pis, tu vois. Et c'est le prix à payer pour Codename, tu vois. Après, ce que tu disais, la vie d'un éditeur, et ça je trouve intéressant, c'est de pouvoir accepter que parfois tu te plantes. Oui, ça c'est c'est le jeu. Faut pas jouer. Hein. Voilà, c'est ça. Mais il faut aussi gagner. C'est-à-dire que parfois tu plantes, mais par contre, il faut savoir gagner aussi. Et il faut être capable de trouver ce juste milieu pour pas mettre ta boîte en péril. Non, mais c'est pour ça que. Et Yellow, qui a un volume de sortie important, oui, peut-être eux peuvent se permettre plus facilement de se planter une ou deux fois. Yellow, c'est moins maintenant, parce qu'à une époque, ils sortaient des jeux, mais genre toutes les semaines, Yellow, t'étais là, genre, trop de jeux. Là, ça, ils ont réduit le truc, c'est plus quali ce qu'ils font. En termes de sortie, c'est plus propre, c'est mieux. Enfin, vraiment, pour le coup, Yellow, autant il y a 5-6 ans, je trouvais insupportable. Là, depuis 2-3 ans, c'est très propre. Donc d'ailleurs, faites comme Yellow. Soyez plus propre, les gens. Voilà. Sortez moins de jeux, mais mieux.
Mais c'est vrai que dans les jeux, en tout cas, nous, on donne l'occasion, qu'on teste beaucoup, FIP, etc. On va rechercher des jeux qu'on va identifier comme étant vraiment, effectivement, qu'on va essayer de trouver au-delà de l'aspect commercial, c'est quelque chose qui apporte vraiment qui apporte quelque chose dans le milieu ludique, quoi. Et c'est vrai que ce choix-là, il est pas évident parce que nous, ce qu'on va trouver nous, effectivement, à deux, à tester le jeu, etc. C'est pas forcément ce que les autres vont apprécier, mais ça fait partie effectivement du choix en termes de localisation. Hein. On va terminer tout doucement avec une mini revue de presse. Et je vais saluer mon ami Guillaume Maillard, qui m'a aidé un petit peu à concevoir l'émission, à écrire les questions et à dire « Ah, t'as pas pensé à ça ?» Et je le remercie beaucoup. Et Guillaume est un passionné de jeu et il m'a préparé 3 sujets qu'il a sourcés sur Internet. Il y a des gens qui ont bossé pour de vrai et tout. Il y en a qui... En tout cas, lui, il a clairement bien bossé. Parce que nous, pas. C'était le principe. C'est brut. La hausse du coût logistique des jeux, on a rapidement parlé du transport. On a vu qu'en mer Rouge, les armateurs évitent le canal de Suez. Ça leur fait passer par l'Afrique du Sud. Ça va avoir une vraie conséquence sur le coût logistique des produits manufacturés en provenance de Chine. Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens déjà? Alors, tu disais que ça avait rebaissé les prix, mais est-ce que ça va re-augmenter? Est-ce que c'est quelque chose que tu dois prendre en compte? Voilà, Ah oui, j'ai un exemple tout simple, hein, c'est qu'on a Chronologique, donc notre sortie pour Cannes, qui est un jeu de déduction de Fabien Gridel et Johan Levé. Je testais à Vichy, j'ai bien aimé. Tu testais à Vichy. Je trouve ça vraiment chouette. Et ben donc une sorte de Cluedo moderne, de mix entre Cluedo et Turing Machine. Donc c'est un jeu qui sort pour Cannes. Qui sort pour Cannes et qui est et donc qui est prêt pour partir en bateau. Et normalement sur un délai normal, il devait arriver à peu près deuxième semaine de février, ce qui était bon pour pouvoir l'avoir pour Cannes. Et là, la situation en mer Rouge fait que le délai il est augmenté. On nous a dit à peu près entre 2 et 4 semaines. En 2 et 4 semaines. Donc ça nous pose un problème. Donc clairement, ce qu'on a fait, c'est on a décidé de faire envoyer une palette par avion pour les avoir de façon certaine, au moins une palette, et le reste par contre part en bateau. Voilà, voilà un impact. Une palette, c'est pas beaucoup. C'est 400. Pour un jeu comme ça, c'est 400. Ah, quand même 400. Ouais, 400. Ouais, c'est ça. Ouais, que tu espères vendre à Cannes directement. Oui, c'est ça. L'idée, c'est ça, c'est d'en avoir effectivement. Voilà. Et donc voilà un impact d'un point de vue, en tout cas, par exemple. Organisationnel, puisque en termes de délai, ça joue. Les prix, effectivement, il est pour l'instant prévu une petite augmentation des prix. Clairement, effectivement, les compagnies maritimes l'ont dit, parce que ça prend plus de temps, etc. Je ne sais pas dans quelle mesure, déjà, il faut voir si la situation ne va pas finalement être solutionnée assez rapidement et du coup, je pense qu'on reviendrait sur des tours avant. Enfin, je ne suis pas spécialiste du domaine. Mais de toute façon, même si ça augmente un petit peu, il faut savoir qu'actuellement, on est sur des coûts logistiques qui sont idem à ce qu'ils étaient avant la période du Covid, donc un tarif qui est tout à fait correct. Donc, qui n'a rien à voir avec cette espèce de pic qu'on a eu délirant pendant quelques années. Je crois que c'était quasiment du x7 pour le transport, un truc comme ça. Je crois que ça avait aucun sens. Non, un container, Shanghai-Le Havre, c'était un 40 pieds. Donc 40 pieds, ça pouvait monter à 18 000, 20 000 euros. Quoi. Maintenant, c'est 2500 euros. Quoi. C'est mieux. C'est mieux. Clairement, pour tout le monde. Deuxième sujet, l'intégration de l'IA dans le jeu. Alors, c'est pas le moment de faire le débat IA. Puis je m'y connais pas assez pour parler. Et on en reparlera sans doute dans un marketplace spécial illustration. J'ai quelques contacts avec des illustrateurs et j'aurai plaisir à débattre de ça et expliquer comment ça marche. Par contre, il y a une nouveauté. ChatGPT permet aujourd'hui, avec une fonctionnalité qui s'appelle Game Time, de expliquer une règle. C'est-à-dire que tu lui donnes la règle, un fichier PDF, et lui vient t'expliquer le jeu, comme si un humain venait te raconter une règle, t'expliquer. C'est assez nouveau, c'est tout récent. Est-ce que ça peut changer la donne? Est-ce que si demain, il y a des outils qui vont t'aider à expliquer les règles, est-ce que c'est quelque chose qui peut apporter un truc en plus? On en parlait un petit peu en off avant. Toi, je sais que tu n'aimes pas expliquer un jeu, par exemple. Ah si, moi j'adore expliquer. Je déteste qu'on m'explique un jeu. Ça me fait péter. Je ne suis pas
comment dire, à l'écoute. Vraiment, tu m'expliques un jeu, je vais être dissipé. Un enfant de 4 ans. Voilà, donc c'est vraiment les jeux, je lis moi, et aucun souci pour les expliquer avec grand plaisir, mais ne m'expliquez par pitié. Moi, genre ça, pour moi, c'est de la science-fiction et me parle pas. Genre, laisse-moi lire Marek tranquillement, s'il te plaît. Ça fait presque partie de mon kiff. Tu vois, j'aime bien quand je prends un nouveau jeu, aller prendre la règle, la lire tranquillement dans le coin, et qu'on me laisse tranquille. Voilà. Donc moi, ça là, pas la cible. Moi, j'ai pas spécialement d'avis, si ce n'est de penser que, enfin, je trouve ça plutôt, ça peut être vachement intéressant, quoi, effectivement. Donc, on est là pour ceux qui, enfin, j'imagine que ça peut être très performant. Pour ceux qui, ça peut être une alternative à ceux qui vont lire une vidéo règle, à ceux qui veulent lire le papier. 1h49, vidéo règle d'hégémonie chez Chaps. Je l'ai fait en 3 fois. Mais en plus, Je il te jure, explique très bien. donc je te jure, tu mets moins de temps à lire la règle. Hein. 100%, Mais j'avais hein. lu la règle, moi je fais les deux. Ouais, mais il montre aussi, etc. Ouais, Personnellement, moi je trouve ça. bien, Enfin, moi, j'aime bien. en tout cas, ça peut être une nouvelle option. Et, donc, je ne sais pas. Donc, est-ce que ça sera sur ce point spécifique? Je vois pas en quoi ça changerait fondamentalement les choses de toute façon. Bah, c'est comme il y a Mais Daizen après, là, qui existe comme ça déjà. Oui, c'est ça. Daizen qui Ouais. existe, qui est une appli. Diced, Diced. D-I-Z-D. ZD. Qui fait ça. Et en tout cas en France, ça n'a pas spécialement pris, ça n'a pas changé l'habitude de Ouais, jouer ou quoi. Donc oui, voilà, oui. ça existe, oui. Est-ce que ça va marcher pour beaucoup? En tout cas, pas tout de En suite. tout cas, je pense pas que ça sera un truc fondamental. Enfin, l'IA, en tout cas, dans ce domaine précis là dont tu parles, Oui. je pense pas que ça sera Les illustrations. fondamentalement. Voilà. Et dernier point, une vague de restructuration chez les majors, donc Asmodée notamment, Asmodée, Hasbro, ABBA a des soucis. Ouais, un peu. Est-ce que ces leaders finalement d'un secteur assez large peut entraîner la chute d'un marché ou enfin quoi, quelles conséquences pour des éditeurs Petit. oui, moyens, j'allais dire. Non, mais pour le coup, que petits. ce soit enfin, Hasbro et Asmo, pour le coup, sont un peu des espèces de dommages collatéraux de la stratégie de groupe global. Parce qu'en fait, c'est pas leur branche qui marche pas. C'est juste qu'ils soutiennent un peu l'effort de guerre du genre de. Pour Asmo, c'est Embrasseur qui a fait des résultats catastrophiques. Et du coup, ils cut un peu où ils peuvent. Bon, bah, Asmo a fait du chiffre. Ils perdent des gens. Du coup, c'est pas vraiment lié à leur activité. Asmo est en hausse. Je crois qu'ils ont fait beaucoup plus de pourcents que prévu. Ça, pareil chez Hasbro. Les mecs, on virait des gars parce que c'est plus simple de virer dans la branche Magic qui fonctionne que de couper ailleurs, quoi. Donc, je sais pas si c'est vraiment lié au fait que ça marche moins bien. Je suis pas sûr. Bon, à part pour Abba ou vraiment. En tout cas, moi, pour discuter avec des partenaires partout, en tout cas partout dans le monde, le marché du jeu de société continue à bien se porter. Donc moi, je suis pas très inquiet là-dessus. J'ai pas d'avis sur Hasbro, Asmodée, etc. J'y connais rien. Je sais pas, c'est pas. Mais en revanche, en tout cas, le marché du jeu semble effectivement toujours plutôt bien se porter, et c'est vrai partout dans le monde. Encore une fois, voilà. Après. On peut revenir sur la discussion de savoir tel jeu, tel type de jeu peut-être est plus en décalage. Oui. Mais, bon, ça c'est un autre problème. Mais le marché du jeu globalement, en tout cas, Est en expansion. et Oui. continue à croître. Donc, en tout cas, bon, nous on n'est pas spécialement inquiets. Voilà, on est juste prudent, surtout encore une fois sur les jeux experts. Mais voilà, je pense que en tout cas, c'est pas de telles nouvelles vont pas nous faire changer de façon de procéder. On va clôturer. Victorien, que je remercie pour la réal de l'émission. Combien de temps il me reste? 3 minutes. 3 minutes pour conclure. Déjà, je vous remercie C'est sur Tinder pour ou votre pas présence. Hein, C'est Tinder, ça, comme titre. 3 minutes pour 3 conclure. minutes pour conclure, c'est pas mal. Déjà, je vous remercie pour votre présence, pour ce moment Merci qu'on a pour ton passé invitation. ensemble. Oui. Bah, Merci avec beaucoup. grand plaisir. Puis on va enchaîner avec une petite soirée jeu avec quelques partenaires ludiques ça, tout à l'heure. Donc on va continuer un petit peu en off à discuter, à refaire le monde du jeu. On aura, je l'espère, c'est sûr, de nouveaux épisodes. On espère sortir la vidéo maximum fin janvier. Et puis enchaîner fin février. Je pense après Cannes, on fera sans doute Un gros spécial débrief. prix, Ouais. mais surtout côté pro, voilà, quel impact des prix sur une boutique, sur des éditeurs, donc ça va être intéressant. Et peut-être, ouais, dernière question en quelques secondes, c'est quoi votre pronostic sur les grosses ventes 2024? Toi, chez Super Meeple, tu penses que tu as. Alors j'imagine que chaque jeu que tu fais, tu imagines qu'il va cartonner. Mais Pas forcément, comme je disais, parce que je parlais de Plantanubo, je sais que ça, on va pas en vendre 15 000, Ouais. quoi, ça c'est sûr. Mais bon, mais ça c'est encore une fois. Bah nous, c'est les grosses ventes, c'est généralement les jeux,
pas les gros jeux experts. Donc nous, on en a 2 sur lesquels on compte beaucoup, World Wonders et Chronologique, en Ok. l'occurrence, qui sont effectivement, qu'on pense effectivement à un très gros potentiel. Voilà. Tu as vu là, qu'est-ce qui va remplacer Skyjo? Malheureusement, rien. Vraiment, cette phrase m'arrache le cœur, tu vois. Mais en plus, les éditeurs en ce moment tentent de sortir leur propre Skyjo. Et du coup, tu as plein de clones un peu. Ah, j'en peux plus, vraiment, ils m'ont rendu ouf. Mais Skyjo, ça se vend. C'est terrible. Ça se vend. Mais sinon, Veil of Eternity, ça, c'est. Pour moi, ça, j'y crois beaucoup. Même en termes de vente, le jeu est cool, mais le produit, par contre, est très bien pensé en termes de tarifs, de matos, c'est clean. Voilà, ça, c'est vraiment un truc propre. Et donc ça, je pense que ça va être un petit banger de début d'année en termes de vente. Pour le reste, on verra après. Il y a trop de sorties de toute façon, donc on verra. Merci à tous les deux. Merci. Merci à toi Merci d'avoir beaucoup. mené ça de main de maître. Merci à vous d'avoir écouté tout au long de cette émission. Donc, à J'espère très qu'on n'a vite. pas dit trop de conneries. Et au plaisir, merci. Merci.